Il y a des histoires qui commencent par un éclat de rire et se terminent par le silence. Non pas le silence vide, non pas le silence de la défaite, mais ce silence dense qui s'installe après qu'une vérité trop grande a traversé l'air et transformé tout ce qu'elle a touché. Parfois, la vie place une personne au mauvais endroit, au mauvais moment, devant les bons yeux, et aucun des protagonistes ne ressort de la même manière qu'il est entré. Avant de commencer cette histoire qui va faire battre votre cœur à tout rompre, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une nouvelle histoire chaque jour, laissez un pouce bleu, cela nous aide beaucoup à continuer, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez actuellement, car j'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire voyage. La fête avait commencé avant midi. Cela, en soi, en disait déjà long sur le genre d'événement que ce serait. Sur les tables blanches éparpillées dans le jardin de la somptueuse demeure du quartier des Brotteaux, à Lyon, des bouteilles de crément circulaient avec l'aisance de ceux qui ignorent le prix de tout. Des femmes en robe claire et talons inadaptés au gazon se déplaçaient en groupe, voix haute, rire calculé, ce genre de joie qui a besoin d'un public pour exister. Des hommes en chemise ouverte au deuxième bouton conversaient sur les voitures, les voyages, les affaires que probablement aucun d'entre eux ne comprenait aussi bien qu'ils le prétendaient. La piscine aux eaux bleu turquoise scintillait au centre du jardin comme un joyau exposé, et les enfants y étaient déjà, ceux des invités, avec des maillots neufs et des brassards colorés, criant avec la liberté que seule l'enfance connaît vraiment. Aurélie Dubois se déplaçait dans la fête comme si elle était née pour présider de tels environnements. 43 ans, cheveux bruns à hauteur d'épaule, ongles longs d'un rouge sombre, sourire qui la précédait et la quittait après elle. Elle était hôtesse par commodité, propriétaire de la demeure par emprunt et reine du jardin par la force de sa propre volonté. La demeure appartenait à son frère. Elle lui avait toujours appartenu. Mais David lui avait cédé la propriété il y a près de 3 ans, lorsqu'il était allé vivre dans son appartement du centre-ville, après que le poids des souvenirs de ses murs fut devenu trop lourd à porter en silence. Aurélie s'était installée comme on signe un acte notarié, avait redécoré les chambres qui n'étaient pas les siennes, changé les tableaux qu'elle n'avait pas choisis et avait commencé à recevoir des invités au nom d'une position qui appartenait à un autre. Personne à la fête ne le savait et Aurélie n'y voyait aucun problème. Voyez, le barbecue fumait au fond du jardin, près de la zone couverte, où 2 employés externalisés retournaient d'énormes brochettes avec le sérieux de ceux qui savent que le vrai travail se déroule toujours dans l'ombre, pendant que d'autres célèbrent au soleil. La table de charcuterie était complète. Les cocktails étaient préparés par un barman embauché spécifiquement pour cette journée et la musique sortait des enceintes encastrées dans les murs du jardin avec un volume calibré pour empêcher toute conversation sérieuse sans nuire à la performance de joie collective. C'est dans ce décor que Sophie Mercier franchit le portail latéral à 14h20. Elle entra par l'entrée de service, comme elle le faisait toujours, car elle était employée de maison depuis près de 4 ans et savait que des portes différentes existaient pour des personnes différentes. Elle portait son tablier blanc habituel, les cheveux attachés en un chignon rapide fait sans miroir, et tenait fermement la main de Léo, son fils de 4 ans qu'elle n'avait pas réussi à laisser chez la voisine ce jour-là. La voisine était malade. La patronne, lorsqu'elle fut avertie par message, répondit par un emoji et ne dit ni oui ni non. Sophie interpréta le silence comme une tolérance et vint travailler avec le garçon car le loyer était dû dans 3 jours et elle ne pouvait tout simplement pas ne pas se présenter. Léo était un garçon aux grands yeux couleur miel, aux cheveux bruns légèrement bouclés, à la peau claire, avec une expression sérieuse qui se transformait parfois en un sourire si soudain que ceux qui étaient à proximité étaient saisis d'une joie inattendue. Ce jour-là, il portait un t-shirt à l'effigie d'un personnage de dessin animé, un bermuda à carreaux bleus et une paire de sandales en caoutchouc dont la semelle était déjà usée à l'intérieur. Ce n'était pas de la pauvreté affichée, c'était la tenue d'un garçon de 4 ans pour un après-midi qui aurait dû être ordinaire. Mais dans certains milieux, le vêtement ordinaire fonctionne comme un panneau indicateur. Ils arrivèrent à l'entrée de la zone de la piscine et s'arrêtèrent. Léo vit l'eau et resta immobile pendant 2 secondes complètes, ses yeux s'écarquillant lentement comme quelqu'un qui n'en croit pas ses yeux. La piscine était pour lui un univers à part, un lieu qui existait dans les films et les histoires que sa mère racontait, pas dans des endroits réels où de vraies personnes pouvaient entrer. Il serra un peu plus fort la main de Sophie et elle sentit cette étreinte, elle sentit ce que cela signifiait, et un instant, son cœur oscilla entre l'amour pour son fils et la conscience pratique
que ce jardin n'était pas un endroit où il devait rester plus que strictement nécessaire. Ce fut Aurélie qui les vit la première. Elle se tenait à une dizaine de mètres, au sein d'un cercle de 3 femmes, un verre de crément à la main. Lorsque ses yeux se posèrent sur Sophie et le petit garçon à ses côtés, son expression changea de manière presque imperceptible. Un pincement des lèvres, un raidissement de la colonne vertébrale. Elle s'excusa auprès de ses amis avec un sourire et traversa le jardin à grandes enjambées, ses talons trouvant leur chemin avec assurance sur le gazon. Sophie la vit arriver et sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Aurélie, baissant la voix mais pas suffisamment. Au moins 6 personnes se trouvaient à portée de voix. « J'ai dit qu'il y avait une fête aujourd'hui. Madame a dit que je pouvais venir. J'ai envoyé un message pour prévenir pour Léo et je n'ai rien répondu à propos du petit. » Le sourire d'Aurélie avait complètement disparu. « Et cela signifie que je n'ai pas autorisé. Vous êtes venue avec l'enfant à ma fête, Sophie. Trouvez-vous cela approprié ? Je n'avais personne pour le garder. La voisine était... C'est votre problème, pas le mien. » Aurélie éleva légèrement la voix, pas beaucoup, juste assez pour que la conversation devienne un spectacle sans en avoir l'air. « Je paye pour votre travail, pas pour résoudre vos problèmes de logistique domestique. » L'une des femmes près de la piscine s'approcha, curieuse, puis une autre. Le barman fit semblant de manipuler les bouteilles, mais écoutait. 2 enfants dans la piscine cessèrent de nager et regardèrent vers le bord. Léo ne comprit pas les mots, mais il comprit le ton. Il haussa légèrement les épaules et se rapprocha un peu plus de la jambe de sa mère. « Ça, la petite merveille », dit une femme au chapeau de paille, d'une voix forte et avec ce genre d'ironie qui utilise le diminutif comme un couteau. Elle est venue avec son fils au travail. Il y eut un rire, puis un autre. La femme au chapeau de paille regarda les sandales usées de Léo et fit un commentaire à voix basse à la femme à côté, qui se couvrit la bouche pour rire. Aurélie n'intervint pas. Aurélie observait avec cette expression de celle qui gère l'ambiance et laisse les autres faire le sale boulot. « C'est quoi cette tenue ?» dit quelqu'un au fond, sans destinataire clair, ce qui était précisément le but. Sophie prit une profonde inspiration. Elle avait appris au cours de 4 années passées dans cette maison à respirer profondément dans de tels moments, à ravaler, à ne pas répondre, à calculer mathématiquement le coût d'une réponse face au coût du silence et à conclure que le silence était toujours moins cher. Mais Léo était là. Léo écoutait. Léo avait les yeux tournés vers la piscine, avec ce désir silencieux qui était criant pour quiconque avait les yeux ouverts, un garçon de 4 ans qui n'avait jamais été aussi près d'une piscine de toute sa vie et qui n'aurait jamais imaginé que cette proximité puisse faire mal. « Pouvez-vous travailler aujourd'hui ?» dit Aurélie, reprenant le contrôle. « Ou devez-vous vous occuper de votre fils tout le temps ?»« Je peux travailler. Léo restera tranquille. »« Les enfants ne restent pas tranquilles. » Aurélie secoua la tête avec l'expression de celle qui porte un fardeau injuste. « Vous avez mis ma fête en péril avec cette décision. C'est un manque de professionnalisme, Sophie, un manque de considération. » Le rire qui vint des tables proches ne fut pas discret. Il fut ouvert, approbateur, de ce genre de rire collectif qui a besoin d'une victime pour exister et qui, lorsqu'il en trouve une, se multiplie avec la vitesse d'une flamme sur de la paille sèche. Plus de 20 personnes autour et aucune d'elles ne dit rien. Aucune ne bougea, aucune ne tendit la main, n'interposa son corps ou ne dit « ça suffit ». Elles regardèrent, rirent ou firent semblant de ne pas voir, ce qui était presque la même chose. Léo regarda l'eau bleue une dernière fois, puis il regarda sa mère. Sophie vit le regard de son fils et quelque chose en elle décida que c'était suffisant pour cette journée. Elle hocha la tête vers Aurélie, s'excusa à voix basse et commença à ramener Léo vers la sortie de service. Mais avant qu'il n'atteigne le portail latéral, Aurélie éleva de nouveau la voix, cette fois pour que tout le jardin l'entende. « Sophie, vous pouvez partir aujourd'hui, et demain aussi vous pouvez rester à la maison. Je vous contacterai. » C'était un licenciement. Tout le monde savait que c'était un licenciement. La phrase construite pour sonner comme un congé temporaire et qui signifiait exactement le contraire. Aucun applaudissement ne fut donné, mais le silence qui suivit avait la texture de l'approbation. Mère et fils sortirent par le portail latéral. De l'autre côté du jardin, assis sur un banc de bois vieilli à l'ombre d'un grand arbre, un homme en costume sombre avait tout observé. Il était arrivé par l'entrée principale à 13 h, alors que la fête ne faisait que commencer et qu'Aurélie n'était pas encore à son apogée. Il avait traversé le jardin sans être reconnu par personne, ce qui ne le surprit pas.
car il avait appris au fil des ans que les gens qui ne s'attendent pas à voir quelqu'un de vraiment important le voient rarement. Pour les invités d'Aurélie, l'homme sur le banc de bois était un employé quelconque, un fournisseur égaré, quelqu'un qui attendait quelque chose. Personne ne posa de questions, personne ne s'approcha. Il resta assis en silence, la posture droite de celui qui a de la prestance mais ne l'utilise pas comme un outil, et sortit de la poche intérieure de sa veste une photographie. La photo était ancienne. Les bords pliés, les couleurs légèrement passées par le temps. Une femme au large sourire et aux longs cheveux regardait l'appareil photo avec l'expression de celle qui est complètement heureuse à cet instant et le sait. Elle était assise sur ce même banc, dans ce même jardin, des années et des années auparavant, quand le jardin était différent et le monde aussi. David Dubois avait 48 ans, propriétaire d'une holding d'investissement qui brassait des chiffres que la plupart des humains ne pouvaient imaginer avec une abstraction suffisante. Il avait passé les 22 dernières années à éviter ce jardin, sauf à une seule date. Chaque année, le jour où Clara était partie, il revenait. Il s'asseyait sur ce banc. Il sortait la photo. Il restait en silence aussi longtemps que nécessaire. C'était le rituel particulier d'un homme qui avait appris à porter la douleur sans faire de bruit, car le bruit ne ramenait personne et ne faisait qu'importuner les vivants. Clara était partie il y a 22 ans, lors d'un accouchement compliqué qui l'avait emporté, elle et l'enfant qui n'avait jamais respiré. David avait 26 ans ce jour-là, et n'avait jamais été, d'une certaine manière, tout à fait le même après. Il avait bâti l'empire qu'il avait construit avec la précision mécanique de celui qui a besoin de quelque chose d'énorme pour ne pas penser à ce qu'il a perdu. Il dormait dans un petit appartement. Il dînait seul la plupart des soirs. Il signait des contrats, participait à des réunions, répondait à des emails, et à aucun moment de la journée, il ne laissait de place pour ressentir ce qu'il y avait au fond, car ce qu'il y avait au fond était trop grand pour être ressenti au milieu d'un emploi du temps chargé. Chaque année, ce jour-là, il revenait au banc. Cette année-là, la fête de sa sœur avait envahi le jardin qui lui appartenait de droit. Il était resté assis à l'ombre sans rien dire, regardant la photo de Clara, laissant le brouhaha des autres le traverser sans s'y attarder. Jusqu'à ce que le bruit change de nature. Le rire a une texture. Il y a le rire qui réchauffe et le rire qui blesse. Lorsque le rire de plus de 20 personnes s'abattit sur une femme en tablier et un petit garçon aux sandales usées, David leva les yeux de la photographie et vit. Il vit la femme respirer profondément pour ne pas répondre. Il vit sa sœur construire le spectacle avec l'habileté de celle qui pratique cela depuis des années. Il vit le petit garçon regarder l'eau. Et puis le petit garçon tourna le visage dans la bonne direction, le soleil de l'après-midi frappa le côté gauche de son cou, et David Dubois vit quelque chose qui fit arrêter son cœur pendant 2 secondes complètes avant de redémarrer à une fréquence qu'il ne reconnaissait pas. Sur le cou du petit garçon, exactement là où la ligne de la mâchoire rencontre le début du cou, il y avait une petite marque, en forme de demi-lune, la même marque que son grand-père avait, la même marque que son père avait, la même marque qu'il portait lui-même depuis sa naissance, à cet endroit précis, sous cette forme exacte. David resta à regarder pendant un temps qui ne se mesurait pas en secondes. La marque de naissance de la famille Dubois. Chez tous les hommes de la lignée, sans exception, génération après génération documentée sur d'anciennes photographies et confirmée par une pédiatre qui avait examiné David à l'âge de 3 mois et avait commenté à sa mère que c'était le signe de la famille, exactement comme son grand-père. Elle n'était pas connue en dehors de la famille. Ce n'était pas le genre de choses qui apparaissait dans les conversations. C'était juste un détail physique héréditaire qui existait comme preuve silencieuse d'appartenance à une lignée spécifique. Et elle était sur le cou d'un garçon de 4 ans que David n'avait jamais vu de sa vie. Il rangea lentement la photographie dans sa poche. Il se leva du banc avec le calme de celui qui contrôle chaque muscle même lorsque son monde intérieur s'écroule. Il traversa le jardin, les yeux fixés sur le portail latéral par lequel la femme et le garçon étaient sortis 30 secondes plus tôt. Lorsqu'il arriva sur le trottoir, la femme et le garçon étaient toujours là. Elle s'était arrêtée à l'ombre d'un lampadaire, attendant le bus, le garçon appuyé contre sa jambe, tous deux silencieux. Léo avait les yeux légèrement rougis, non pas d'un pleur déclaré, mais de ce pleur qui n'était pas sorti et qui brûlait à l'intérieur. Sophie regardait la rue avec l'expression de celle qui avait déjà calculé les jours à venir et n'aimait pas le résultat qu'elle avait trouvé. David s'arrêta sur le trottoir, à 2 mètres d'eux. La femme leva les yeux et le vit.
et il réalisa qu'elle le reconnaissait comme quelqu'un qui avait été dans le jardin, mais pas plus que cela. Pour elle, il était un invité de plus, peut-être un parent de la patronne venu dire quelque chose de plus désagréable. David s'agenouilla à la hauteur du garçon. Léo regarda cet homme en costume sombre qui était soudain à son niveau, sans comprendre ce que cela signifiait, mais sans ressentir de peur, car il y avait quelque chose sur le visage de l'homme qui n'était pas une menace. C'était autre chose, quelque chose que Léo n'avait pas le vocabulaire pour nommer, mais qu'il reconnaissait comme sûr. « Puis-je voir ?» dit David, et sa voix sortit plus basse qu'il ne l'avait prévu, presque un murmure. « Voir quoi ?» dit Sophie, et la prudence dans sa voix était entièrement justifiée. « Son cou, ici. » David montra son propre cou, à l'endroit exact, du côté gauche. Sophie regarda l'endroit qu'il montrait sur son propre cou et vit la marque. Elle resta à regarder un instant, puis elle regarda le cou de Léo. Puis elle reporta ses yeux sur David, avec une expression mêlant confusion et le début de quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Léo inclina légèrement la tête sur le côté, comme s'il comprenait que l'homme voulait voir quelque chose, avec la généreuse spontanéité des enfants qui n'ont pas encore appris à se méfier de tout. La marque était là, parfaite, petite, en forme de demi-lune, à l'endroit exact où la famille Dubois l'avait toujours portée. David resta à contempler cette marque pendant un temps trop long pour être fortuit et trop court pour l'ampleur de ce qu'il était en train de digérer. 22 ans. 22 ans de vide, d'appartements exigus, de dîners solitaires, de rituels silencieux sur un banc de bois, à porter une photographie fanée comme si c'était la seule chose réelle qui lui restait. Et là, sur un petit garçon aux sandales usées, sur un trottoir de Lyon, il y avait une marque qui disait, sans mots et sans équivoque possible, qu'il n'était pas aussi seul qu'il le croyait. Il prit le garçon dans ses bras, avec une délicatesse que Sophie n'avait jamais vue chez un étranger, comme on tient quelque chose qui peut se briser, mais qui peut aussi guérir. Léo ne protesta pas. Il resta dans les bras de l'homme avec le sérieux grave et curieux de ses 4 ans, le regardant de près. David se leva avec l'enfant dans ses bras, tendit sa main libre à Sophie, qui était encore en train de tout assimiler sans un mot, et commença à marcher de nouveau vers le portail principal de la demeure, non pas le latéral, non pas celui de service, mais le principal, d'un pas ferme et avec la détermination de celui qui sait exactement où il va même, s'il ne sait pas encore tout ce qu'il y trouvera. Sophie le suivit car il n'y avait rien d'autre à faire. Parce que l'enfant était dans les bras d'un homme qu'elle ne connaissait pas mais qui tenait son fils comme s'il savait très bien qui il était. Parce qu'il y avait une marque sur le cou de Léo qui était identique à celle sur le cou de cet homme. Et parce que, pour la première fois en 4 ans, quelqu'un s'était levé de ce jardin pour les suivre au lieu de leur tourner le dos. Lorsque le portail principal de la demeure s'ouvrit et que David Dubois entra dans le jardin, portant Léo dans ses bras avec Sophie à ses côtés, la fête ne s'arrêta pas immédiatement. Elle s'arrêta par vagues, comme cela arrive lorsque quelque chose change de nature dans l'air et que les gens le sentent avant de le comprendre. Une personne se retourna, puis une autre. Le barman cessa de manipuler les bouteilles. La femme au chapeau de paille abaissa son verre. Aurélie, qui se trouvait de l'autre côté du jardin, vit son frère et resta complètement immobile pendant 3 secondes qui furent les plus révélatrices de l'après-midi. Le silence qui tomba sur ce jardin fut plus lourd que n'importe quel rire. David resta immobile au centre de la pelouse, avec Léo dans ses bras, regardant chaque visage autour de lui. Quand il parla, sa voix était calme, absolument calme, du genre de calme qui n'est pas une absence d'émotion mais un contrôle absolu de celle-ci. « Je m'appelle David Dubois, dit-il, et le nom fit ce que les noms font quand ils arrivent au bon endroit. Cette demeure est la mienne. Et ce petit garçon, il tourna le visage vers Léo, puis vers tout le jardin, est mon fils. » Le silence dura assez longtemps pour que chaque personne dans le jardin comprenne qu'elle avait fait un choix cet après-midi-là, et que ce choix avait maintenant des témoins. Léo, dans les bras de David, regardait le jardin avec ses grands yeux, et l'expression sérieuse de celui qui ne comprend pas les mots des adultes, mais perçoit parfaitement l'énergie de l'environnement. Il serra légèrement le bras de l'homme qui le tenait, non par peur, mais par ce geste instinctif des jeunes enfants, lorsqu'ils sentent que le moment est important sans savoir pourquoi. David sentit la pression et regarda le garçon. Pendant une seconde, juste une seconde, le masque de contrôle qu'il avait construit au cours de 22 ans de solitude se fissura légèrement sur les bords. Aurélie fut la première à bouger. Elle traversa le jardin à des pas trop rapides pour être naturelle,
le visage affichant cette expression maîtrisée qu'elle utilisait lorsqu'elle devait contenir une situation avant qu'elle ne dégénère. David la vit arriver et ne recula pas d'un millimètre. « David !» Sa voix était basse, urgente, avec le genre d'intimité que les gens utilisent lorsqu'ils veulent régler quelque chose en privé avant que cela ne devienne public. « Quelle est cette situation ?»« C'est à vous de m'expliquer, » dit-il, et la simplicité de la phrase était plus coupante que n'importe quelle accusation élaborée. Aurélie regarda Sophie qui se tenait à 2 mètres, avec l'expression de quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui se passe autour d'elle, tandis que le sol change de consistance. Puis elle regarda Léo, puis elle reporta ses yeux sur son frère avec une rapidité calculée. « Allons parler à l'intérieur, » dit Aurélie. « Non. » David ne bougea pas un muscle. « Nous restons ici. » Tout le jardin écoutait. Aurélie le savait, David le savait aussi, et c'était précisément pourquoi il avait dit ce qu'il avait dit au centre de la pelouse, devant tout le monde, n'épargnant personne de la géométrie claire de ce moment. Sophie fit un pas en avant. Sa voix sortit ferme, plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Qui êtes-vous » dit-elle, regardant David. Ce n'était pas de l'agressivité, c'était la question la plus honnête qu'elle ait eue. David posa Léo au sol avec douceur, s'agenouilla à la hauteur du garçon un instant, dit « Reste ici à côté de moi, d'accord ?» avec une naturelle qui le surprit lui-même, puis se leva pour regarder directement Sophie. « Je m'appelle David Dubois. Je suis le propriétaire de cette demeure, et je crois que je suis le père de votre fils. » Sophie ouvrit la bouche, la referma. Le monde autour d'elle continuait d'exister, mais elle n'était plus sûre de comment le traiter. « Comment le savez-vous » dit-elle, et la question était sincère, ce n'était pas une négation, car quelque chose au fond d'elle l'avait su depuis ce matin d'il y a des années, l'avait su avec cette certitude silencieuse que les femmes portent parfois sur des choses que le monde n'a pas encore confirmées. David inclina légèrement la tête sur le côté, montra son propre cou puis montra Léo. Sophie regarda le cou de son fils avec de nouveaux yeux. Elle avait toujours vu cette marque. Elle n'avait jamais demandé d'où elle venait, parce que ce n'était qu'une marque, ce n'était qu'un détail, ce n'était qu'une chose de plus qui faisait de Léo, Léo. Maintenant, elle le voyait autrement. « C'est héréditaire, » dit David. « Chez tous les hommes de ma famille, depuis que j'en ai le souvenir. Au même endroit, sous la même forme. Mon grand-père l'avait, mon père l'avait, je l'ai. » Sophie resta à regarder la marque sur le cou de son fils pendant un long moment. Léo, sentant le regard de sa mère, toucha son propre cou de sa petite main et la regarda avec une confusion innocente comme s'il demandait « Qu'y a-t-il là ?» Aurélie était restée immobile à 2 mètres d'eux, écoutant, et son visage avait changé de couleur d'une manière qui n'était pas naturelle. Ce n'était pas de la honte, car la honte exige une conscience morale qu'elle avait enterrée il y a longtemps. C'était quelque chose de plus proche d'un calcul interrompu. C'était le visage de quelqu'un dont le plan avait fonctionné pendant des années et qui avait soudainement trouvé une faille qu'elle n'avait pas envisagée. « David, » dit-elle, et sa voix avait maintenant une couche différente, « vous ne pouvez pas simplement arriver ici et... » Quand l'avez-vous su ? La question fendit l'air comme quelque chose de tranchant. Aurélie ne répondit pas immédiatement, et ce silence de 3 secondes en dit plus que n'importe quelle réponse n'aurait pu le faire. « Su quoi ?» dit-elle finalement. « La grossesse. » David la regarda dans les yeux, avec un calme plus terrifiant que la colère. « Quand avez-vous su qu'elle était enceinte ?» Aurélie respira, regarda Sophie, regarda Léo, regarda le jardin rempli de gens qui écoutaient, et puis elle prit la décision que des gens comme elle prennent toujours lorsque le chemin de la vérité et le chemin de l'orgueil bifurquent. Elle chercha une issue de secours. Ce n'est pas une conversation pour le jardin. « Alors c'est vrai, » dit David. Ce n'était pas une question. Sophie était restée complètement immobile depuis que le mot « grossesse » avait été prononcé. Il y avait une partie de cette histoire qu'elle connaissait de l'intérieur, qui vivait dans sa mémoire avec la texture des choses qui arrivent vraiment, pas des choses que les gens inventent. Il y avait un après-midi d'il y a des années où elle avait frappé à la porte de la maison de sa sœur, enceinte de 4 mois, avec un ventre qui tenait encore caché sous le tablier, mais qui commençait à exiger des réponses. Il y avait eu une conversation qui n'avait pas été une conversation, mais une transaction. « J'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici », dit Sophie, et sa voix sortit avec une fermeté qui la surprit elle-même. David tourna son visage vers elle. « Avez-vous essayé de me trouver ?» Sophie regarda Aurélie avant de répondre, et ce regard en dit long. Aurélie détourna les yeux. «
J'ai cherché sa sœur, dit Sophie d'une voix ferme mais basse. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cherché parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, parce que l'enfant avait le droit d'avoir un père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dit David. Sophie regarda de nouveau Aurélie. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. Madame veut raconter, dit-elle. Aurélie ne dit rien. Alors Sophie raconta. Elle raconta avec la précision de celle qui avait revisité ce souvenir des centaines de fois. Non par plaisir, mais parce que parfois l'esprit revient aux moments qui ont tout changé, comme s'il avait besoin de comprendre à nouveau ce qui n'a pas de sens à répéter. Elle était arrivée chez Aurélie, nerveuse et seule. Elle avait dit qui elle était, avait dit qu'elle connaissait son frère, avait dit qu'elle était enceinte. Aurélie avait tout écouté avec un visage qui n'exprimait aucune surprise, ce que Sophie avait alors interprété comme du calme, mais que maintenant, avec le recul des années, elle comprenait comme quelque chose de bien différent. Aurélie avait dit que David n'était pas ce genre d'homme. Elle avait dit que Sophie confondait les choses. Elle avait dit, avec une gentillesse venimeuse, qu'une jeune femme dans la position de Sophie devrait prouver bien plus qu'une simple histoire avant que la famille Dubois ne prenne quoi que ce soit au sérieux. Elle avait insinué, sans le dire directement, que les conséquences d'une tentative d'accusation publique pourraient être défavorables pour une personne sans ressources, sans avocat, sans rien. Et puis elle avait fait l'offre. Un emploi stable, un salaire garanti, un logement assuré via un loyer subventionné dans un appartement proche, des soins médicaux pour la grossesse. Tout cela en échange du silence. Non pas directement dit comme un échange, car Aurélie était trop intelligente pour cela. Ce fut présenté comme de l'attention, comme de la générosité, comme la sœur de l'employeur offrant son soutien à une employée en situation vulnérable. Mais les conditions implicites étaient aussi claires que n'importe quel contrat formel. Le nom de David Dubois ne serait pas mentionné, l'enfant serait élevé sans père déclaré, et la vie de Sophie pourrait continuer avec une certaine stabilité dans le monde qu'elle connaissait déjà. Sophie avait 25 ans et aucune autre voix visible. Elle accepta. Pendant que Sophie parlait, le jardin était devenu complètement silencieux. Les invités qui étaient encore là ne faisaient plus semblant de faire autre chose. La femme au chapeau de paille tenait son verre en l'air, immobile. Le barman avait complètement abandonné sa performance avec les bouteilles. Même les enfants dans la piscine s'étaient arrêtés, sentant avec cette antenne précise de l'enfance que quelque chose d'important se passait aux alentours. David écoutait sans interrompre. Son visage était parfaitement maîtrisé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui était incontrôlable, un mélange de colère, de douleur et de culpabilité qui ne savait par où sortir en premier. Lorsque Sophie eut terminé, il resta silencieux un instant, puis il tourna son visage vers Aurélie. « 4 ans, dit-il. Sa voix était basse. C'était la voix de ce genre de colère qui n'a pas besoin de volume pour être absolument claire. 4 ans, Aurélie. Aurélie ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. « Je vous ai protégé, dit-elle, et il y avait une conviction sincèrement troublante dans ces 3 mots, la conviction de celle qui croit vraiment à sa propre narration. Vous veniez de perdre Clara, vous étiez en miettes, vous n'étiez pas en état de... Vous n'avez pas pris cette décision pour moi. » La voix de David monta légèrement, juste légèrement, mais suffisamment pour que tout le monde dans le jardin l'entende clairement. Vous l'avez prise pour vous, parce qu'un enfant de moi avec une femme que vous n'approuviez pas vous aurait privé du contrôle que vous avez sur cette famille, sur cette maison, sur moi. Aurélie ne répondit pas. Son silence était la réponse. Léo était resté immobile à côté de David pendant toute cette conversation, sa petite main sur le pantalon du costume de l'homme, tenant légèrement le tissu, sans savoir exactement pourquoi, mais le tenant quand même. Sophie regarda son fils et sentit son cœur se serrer de cette manière spécifique que seule une mère connaît. La douleur de voir un enfant absorber le poids d'un monde qui ne devrait pas encore être le sien. Elle s'accroupit à côté de Léo et l'embrassa. Le garçon la serra en retour avec toute la force de ses 4 ans. David regarda les deux sur la pelouse, puis regarda tout le jardin. Les 20 et quelques personnes qui avaient ri un peu plus tôt, les visages qui ne savaient plus où se poser. Sa sœur qui avait construit 4 ans de mensonges avec le mortier de ce qu'elle croyait être de la protection. « Je voudrais demander à tout le monde de partir, dit-il, et le calme de la phrase était assourdissant. Maintenant, personne ne protesta, personne ne dit rien. Les gens commencèrent à prendre leurs sacs, à ranger leurs verres,
à faire le mouvement de départ avec cette hâte embarrassée de ceux qui ont été témoins de quelque chose qui n'aurait pas dû être public et ne savent pas comment gérer leur propre complicité dans le spectacle qui avait eu lieu auparavant. La femme au chapeau de paille partit sans regarder personne. Le barman commença à ranger les bouteilles dans un silence absolu. En 15 minutes, le jardin qui avait été rempli était vide, à l'exception de David, Sophie, Léo et Aurélie, qui étaient restés immobiles au même endroit comme si ses pieds ne recevaient plus d'ordre de son cerveau. David se dirigea vers le banc de bois vieilli à l'ombre du grand arbre. Le banc où il s'était assis le matin avec la photographie, le banc où Clara s'était assise des années et des années auparavant, et qui avait été conservé exactement là où il était, parce que c'était le seul endroit de toute cette demeure qui lui semblait encore réelle. Il s'assit. Il resta à regarder le jardin vide pendant un long moment. Il y avait un cousin de David parmi les invités, Henri, fils d'un oncle qui s'était éloigné de la famille il y a des années. David avait remarqué Henri pendant la scène d'humiliation. Il l'avait remarqué parce qu'Henri avait bougé, avait fait 2 pas vers Sophie et le garçon avec une expression de malaise authentique, non feinte, l'expression de quelqu'un qui voulait faire quelque chose et fut paralysé par le poids social de l'environnement. Il n'était pas arrivé à temps. Il n'avait pas été assez rapide ou courageux, mais il avait essayé, et dans l'univers de cet après-midi, cela le différenciait de tous les autres. Henri était resté après la dispersion générale des invités. Il se tenait près de l'entrée, maladroit, les mains dans les poches, ne sachant s'il devait rester ou partir. David le vit et fit un léger signe de tête, une invitation silencieuse à s'approcher. Henri traversa le jardin et s'arrêta à 1 mètre du banc. « Vous avez essayé d'arrêter, dit David. » Henri déglutit. « Je n'ai pas été assez rapide. »« Mais vous avez essayé. » David regarda le jardin un instant de plus. « Restez. J'ai quelque chose à vous demander plus tard. » Sophie s'était assise sur la pelouse avec Léo, un peu à l'écart, en silence. Le petit garçon s'était endormi dans ses bras, la tête sur son épaule, épuisé de la manière dont les enfants le sont lorsqu'ils vivent des choses émotionnellement trop grandes pour leur âge. Elle lui caressait doucement les cheveux et regardait dans le vide avec cette expression de quelqu'un qui essaie de comprendre comment le jour d'aujourd'hui est devenu le jour d'aujourd'hui. David se leva du banc et alla vers elle. Il resta à 2 mètres, regardant l'enfant endormi. « Quel âge a-t-il » dit David à voix basse pour ne pas réveiller Léo. « 4 ans, dit Sophie. Il aura 5 ans dans quelques mois. David calcula. 4 ans et quelques mois. Le temps concordait. Il concordait parfaitement, douloureusement, avec la précision d'un conte que l'on ne voulait pas voir se boucler, mais qui se boucle quand même. Comment s'appelle-t-il ? Léo. Léo. David répéta le nom à voix basse comme s'il apprenait à prononcer quelque chose qui avait toujours été sien mais qu'il découvrait pour la première fois. Est-il en bonne santé ? Oui, dit Sophie. Il l'a toujours été. Il n'a jamais été gravement malade, il a bien grandi, il est intelligent, curieux. Il aime ? Elle s'arrêta au milieu de la phrase comme si elle réalisait qu'elle donnait des informations sur son fils à un étranger, mais elle regarda alors la marque sur le cou de Léo et comprit que le mot « étranger » ne convenait plus à cette équation. « Vous savez qui je suis » dit David. Ce n'était pas une question. « Je savais qui vous étiez cette nuit-là » dit Sophie, avec une honnêteté directe qu'il n'attendait pas. « Je savais que vous étiez le propriétaire de la demeure, que vous étiez seul cette nuit-là à cause de l'anniversaire de votre épouse décédée, que vous souffriez. Ce n'était pas mon intention que tout cela arrive. » Elle s'arrêta. « Mais c'est arrivé, et je n'ai jamais regretté Léo. Léo, non. Rien de ce qu'il est, ou de ce qu'il est pour moi. » David la regarda pendant un moment qui était plus qu'un regard. C'était une reconnaissance. « J'aurais dû savoir, » dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas une accusation, juste la simple tristesse d'une phrase vraie. « J'ai essayé, » dit Sophie, et la phrase portait 4 années entières en elle. De l'autre côté du jardin, Aurélie était restée immobile tout le temps, et lorsque David leva les yeux vers elle, elle vit quelque chose sur le visage de son frère qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère. La colère, elle savait la gérer, la contourner, attendre qu'elle passe. C'était autre chose. C'était l'expression de quelqu'un qui avait vu une vérité entière d'un coup et qui ne ferait plus semblant de ne pas l'avoir vue. « Vous allez quitter cette maison, » dit David, et la phrase ne contenait aucune négociation. « Je vous donne 30 jours pour organiser ce qui est nécessaire, mais vous allez partir. » Aurélie ouvrit la bouche. « 30 jours, » répéta-t-il, avec la même voix, le même calme absolu. «
Et puis il se retourna vers le banc de bois, s'assit, sortit la photographie de la poche de sa veste, regarda le sourire de Clara pendant un long moment et dit à la photo, à voix très basse, une chose que seuls lui et elle pouvaient comprendre. Sur la pelouse, à quelques mètres, Léo dormait dans les bras de Sophie sans savoir que le monde autour de lui avait complètement changé de forme cet après-midi-là, que les jours suivants seraient différents de tous les jours précédents, qu'un banc de bois dans un jardin qui n'était pas le sien avait été l'endroit où la vie avait décidé qu'il existait vraiment pour l'homme qui était son père. La fête était terminée. Ce qui allait suivre, personne dans le jardin n'avait encore assez de mots pour l'imaginer. Dans les jours qui suivirent, Lyon resta Lyon avec son trafic matinal, son vent qui s'engouffre par les fenêtres même fermées, son odeur de café fraîchement moulu dans les boulangeries du centre. Le monde ne s'arrêta pas pour digérer ce qui s'était passé dans le jardin de cette demeure. Le monde ne s'arrête jamais. Mais pour les 3 personnes au cœur de tout cela, chaque heure des jours suivants avait un poids différent des heures d'avant. David avait dormi dans son appartement du centre, comme d'habitude, mais le sommeil ne vint pas avant 3 heures du matin. Il resta allongé, fixant le plafond sombre, pensant à des chiffres qui n'étaient pas financiers. 4 ans. 4 ans et quelques mois de premiers pas, de premiers mots, de premières peurs nocturnes et de premières découvertes du monde, tout cela se déroulant à quelques kilomètres de distance, en parallèle de la vie vide qu'il avait choisie comme moyen de ne pas ressentir. L'appartement de 2 pièces qu'il avait acheté après avoir quitté la demeure lui sembla soudain encore plus petit, et la 2e chambre vide, qui était restée fermée pendant des années parce que l'idée de l'utiliser pour quoi que ce soit l'aurait obligé à se demander pourquoi, sembla poser une question différente cette nuit-là. Tôt le matin, vers 6 heures, le téléphone sonna. C'était Henri. « Vous avez dit que vous auriez besoin de moi », dit le cousin avec la franchise de celui qui a peu dormi, mais s'est réveillé déterminé. « Je suis disponible. » David resta silencieux un instant. « Savez-vous gérer de grands projets ? J'ai travaillé 8 ans à gérer des œuvres sociales à la campagne, école, centre de santé, ce genre de choses. » David ne répondit pas immédiatement. Il regardait par la fenêtre de l'appartement le centre-ville qui commençait à s'éveiller, et une idée prenait forme dans sa tête qui n'avait pas encore de nom complet, mais qui avait suffisamment de contours pour être reconnue. « Je vous rappellerai plus tard, » dit-il, avec une proposition. Puis il raccrocha et resta à regarder la chambre fermée. Sophie, ce même matin, se réveilla avec Léo serré contre elle dans le lit. Comme cela arrivait toujours quand le petit se réveillait au milieu de la nuit, sans vouloir réveiller sa mère, mais désirant être près d'elle. Elle resta allongée un moment, regardant le plafond de stuc taché de l'appartement loué dans le quartier de Vèze, écoutant la respiration calme de son fils, essayant d'organiser les morceaux de la veille dans une séquence qui ait un sens. David Dubois était le propriétaire de la demeure où elle avait travaillé pendant près de 4 ans. Il avait été dans cette demeure une seule nuit, une fois où il était resté tard dans le jardin, après une date qu'Aurélie lui avait expliquée comme étant l'anniversaire de son épouse décédée. Il était seul et manifestement en souffrance, et il y avait une bouteille de whisky sur la table en pierre du jardin, et elle était passée par là, portant un plateau à l'intérieur, et il avait dit quelque chose de simple. Une question sur le temps ou sur le jardin. Le souvenir des détails était devenu imprécis avec les années, mais le souvenir du ton était resté clair. Un homme parlant avec gentillesse à un moment où il n'avait besoin de personne autour de lui. La conversation avait duré peut-être 40 minutes. Le whisky avait aidé à dissoudre certaines des barrières que le quotidien maintenait hautes. Et puis il s'était passé ce qui s'était passé, d'une manière qui n'avait été planifiée par aucun des deux et qui portait rétrospectivement plus la texture de 2 êtres humains solitaires que de toute autre chose. Elle avait disparu avant qu'il ne se réveille parce que c'était la décision la plus facile à ce moment-là, parce que partir est toujours plus simple que de rester et d'expliquer. Et puis elle avait découvert la grossesse. Léo bougea dans son sommeil, se tourna sur le côté, et ses cheveux légèrement bouclés s'étalèrent sur l'oreiller blanc avec ce désordre parfait des matins d'enfant. Sophie regarda son fils et pensa, comme elle le pensait souvent, que la seule chose qu'elle n'avait jamais regrettée dans toute cette histoire était ce petit garçon. Tout le reste pouvait être remis en question, pouvait être un regret, pouvait être le sentiment qu'il y avait eu des choix différents qui auraient pu être faits. Mais Léo, non. Léo était la réponse qui donnait de la valeur à toutes les questions. Le téléphone de Sophie sonna à 8 heures du matin. Numéro inconnu. C'était David. « Pouvez-vous me donner 1 heure aujourd'hui » dit-il.
Juste pour parler. Vous choisissez l'endroit. » Sophie resta silencieuse pendant 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites entre nous et que je ne peux pas dire debout dans un jardin avec un public. C'était honnête. C'était l'honnêteté directe de quelqu'un qui n'essayait pas d'impressionner ou de convaincre, mais qui disait simplement la vérité. Elle apprécia cela plus qu'elle ne l'avait espéré. « Il y a un café rue du Platte, » dit-elle. « À 10 heures. »« À 10 heures, » répéta-t-il. « Merci. » Le café était simple, avec des tables en bois sombre, des chaises inconfortables comme le sont souvent les bons cafés, et l'odeur du café mélangée à celle du pain chaud. Sophie arriva 5 minutes en avance avec Léo, qui avait eu un jus et une chouquette et était parfaitement satisfait des deux, installé sur la chaise à côté de sa mère, avec le sérieux concentré de quelqu'un qui mange avec intention. David arriva ponctuellement. Il portait des vêtements plus décontractés que la veille, une simple chemise en lin, un pantalon foncé, rien qui ne criait ce qu'il était, mais il y avait quelque chose dans sa manière de traverser un lieu qui communiquait beaucoup avant tout mot. Il vit Léo en premier. Il s'arrêta une seconde complète avant de continuer à marcher vers la table. Il s'assit sur la chaise en face de Sophie. Il regarda Léo un instant. « Bonjour », dit-il au garçon. Léo le regarda, sa chouquette à la main. « Salut », dit-il, et il retourna à sa chouquette. David faillit sourire. Sophie observa ce quasi-sourire avec une attention qu'elle n'avait pas prévu d'avoir. « Hier, j'ai dit beaucoup de choses en public qui auraient dû être dites en privé d'abord, dit-il. Je m'en excuse. »« Vous ne me devez pas d'excuses pour avoir dit la vérité, » répondit Sophie. « Je le dois pour la forme. Vous n'aviez pas à faire partie d'un spectacle, même si c'était un spectacle de vérité. » Elle le regarda. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui était différent de ce qu'elle avait espéré trouver. Elle s'était préparée, en chemin vers le café, à une conversation sur les droits légaux, sur les tests, sur le poids d'une histoire qui pourrait devenir bureaucratie et procédure avant de devenir quelque chose d'humain. Elle ne s'était pas préparée à un homme qui commençait par s'excuser pour la forme. « Que voulez-vous » dit-elle directement. David posa ses coudes sur la table. « Je veux connaître mon fils, si vous me le permettez. Au rythme que vous jugerez approprié, à la vitesse que vous jugerez juste, selon les termes que vous choisirez. Je ne veux envahir la vie d'aucun de vous deux. » Sophie regarda Léo qui dessinait maintenant des formes imaginaires sur la table avec son doigt mouillé de jus. « Il ne sait pas, » dit-elle. « Il n'a pas besoin de savoir avant le bon moment, » dit David. « Le bon moment, c'est vous qui décidez. »« Et le test ?» dit-elle. « Vous voudrez des certitudes. »« Oui, je veux, » dit-il directement. « Non pas par doute à votre sujet, mais parce que cela va changer la vie de vous deux et doit être fait correctement pour que personne ne puisse le remettre en question par la suite. » Elle acquiesça. C'était raisonnable. C'était le genre de raisonnabilité qu'elle n'avait pas espéré trouver chez un milliardaire qui venait de découvrir qu'il avait un fils dont il ignorait l'existence. « Il y a autre chose, » dit-il. « Dites. Vous avez été licencié hier, par Aurélie, pas par moi. Cela n'a aucune validité juridique, car elle n'est propriétaire de rien dans cette maison, mais en pratique, cela vous a laissé sans emploi. » Sophie releva légèrement le menton. « Je me débrouillerai. Je sais que vous vous débrouillez. » Il y avait quelque chose dans le ton de David qui était un respect sincère, pas de la condescendance. « Ce que je dis, c'est que vous ne devriez pas avoir à vous débrouiller à cause d'une décision qu'Aurélie a prise pour vous nuire. Et je ne peux pas défaire 4 ans, mais je peux garantir que les prochains ne commenceront pas avec vous payant une facture qui n'est pas la vôtre. » Sophie resta silencieuse. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il, lisant son silence avec précision. « C'est une responsabilité. Ma responsabilité, retardée de 4 ans par la faute d'une personne qui a pris une décision qui ne lui appartenait pas. » Léo leva les yeux de la table et regarda l'homme en face de sa mère avec cette attention sélective des enfants qui saisissent le ton des conversations d'adultes, même sans comprendre les mots. Il resta à regarder un instant. Puis il dit, avec la spontanéité déconcertante de ses 4 ans, « Vous êtes l'ami de ma maman ?» David regarda le garçon, regarda Sophie. « J'apprends à l'être, » dit-il. Léo acquiesça comme si c'était une réponse tout à fait satisfaisante et retourna à sa chouquette. La conversation dura encore 1 heure. Ils parlèrent du test, de la manière dont il serait effectué discrètement, des prochaines étapes pratiques, sans précipitation ni bousculade. David posa des questions sur l'école de Léo, sur la routine du garçon, sur l'appartement, sur la présence d'une urgence nécessitant une attention immédiate.
Sophie répondit avec la franchise de quelqu'un qui n'avait aucune raison de cacher quoi que ce soit et qui, lentement, commençait à comprendre que la personne en face d'elle était différente de ce que le monde des riches offrait généralement comme modèle. Avant de partir, David posa une carte sur la table. « Mon numéro personnel, dit-il. Pas celui du bureau, pas celui de la secrétaire. Mon numéro direct. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, avant que la situation ne soit formellement résolue. » Sophie regarda la carte. Elle ne la prit pas immédiatement. Elle la regarda un instant comme quelqu'un qui considère le poids d'une chose avant de la porter. Puis, elle la prit. David sortit du café, monta dans la voiture discrète qui l'attendait dehors et resta immobile un instant avant de dire au chauffeur de partir. Il regardait par la fenêtre le trottoir où Sophie était sortie avec Léo par la main, le garçon faisant de petits pas à ses côtés, disant quelque chose que David ne pouvait pas entendre, mais qui était clairement animé, gesticulant de sa petite main libre. 4 ans. Le chiffre ne cessait de revenir. 4 ans de matin où Léo s'était réveillé sans père. 4 ans de premières peurs et de premiers succès et de premières questions difficiles auxquelles avait répondu une femme seule qui avait accepté un terrible accord parce que c'était le seul chemin visible. 4 ans qui ne reviendraient pas. Mais ce qui avait été perdu n'avait pas besoin de continuer à être gâché. Cet après-midi-là, David se rendit à la demeure. Aurélie n'était pas là, elle était partie plus tôt, probablement là où les gens vont lorsque le sol sur lequel ils marchaient depuis des années commence à céder. Il traversa le jardin seul, passa devant les tables blanches démontées par les employés de la fête, les verres abandonnés, la trace physique d'une journée qui avait été tant de choses à la fois. Il arriva au banc de bois vieilli, à l'ombre du grand arbre. Il s'assit. Il sortit la photographie de sa poche. Il regarda le sourire de Clara pendant un long moment, avec ce mélange de présence et d'absence qui sont les seuls états possibles quand on aime quelqu'un qui n'est plus là. « Il y a un petit garçon, » dit-il, à voix très basse, au jardin vide. « Il y a un petit garçon et il a 4 ans et les cheveux légèrement bouclés et la marque sur le cou et il mange des chouquettes avec un sérieux qui n'appartient à personne dans cette famille. » Il marqua une pause. « Je ne savais pas, mais maintenant je sais et je ne gâcherai plus rien. » Le vent passa à travers les feuilles de l'arbre avec ce son qui n'est pas une réponse, mais qui y ressemble parfois beaucoup. David resta sur le banc jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Puis il se leva, rangea la photographie avec le soin habituel et entra dans la demeure. Il traversa les couloirs qu'Aurélie avait redécorés, les chambres qu'elle avait transformées, les murs qui gardèrent les souvenirs d'années qui étaient les siens, avant d'être ceux de quiconque. Il monta à l'étage supérieur, la chambre qui avait été la sienne et celle de Clara, la chambre qu'Aurélie avait transformée ensuite d'invité, sans aucun scrupule apparent. Il resta sur le pas de la porte un instant, puis il redescendit et alla directement au bureau de la demeure, la seule pièce qu'Aurélie avait laissée intacte, car le bureau était l'endroit où se trouvait la documentation de la propriété, et elle avait appris tôt que toucher à la documentation de propriété d'autrui créait des problèmes juridiques inutiles. David s'assit à la table du bureau et passa 3 appels. Le premier fut à son avocat, le deuxième fut à Henri. Le troisième fut à l'architecte avec qui il avait travaillé sur 2 projets sociaux ces dernières années. À chaque appel, il parla quelques minutes, avec l'objectivité de quelqu'un qui a déjà pris sa décision et ne fait maintenant que communiquer les pièces qui doivent de bouger. Lorsqu'il eut terminé les 3 appels, il resta immobile, regardant par la fenêtre du bureau qui donnait sur le jardin, vers le banc de bois visible au loin, vers l'espace où il était resté assis avec la photographie, et vers l'espace où Sophie s'était assise sur la pelouse avec Léo endormi dans ses bras. La demeure avait été le théâtre de la tristesse pendant des années. Elle avait été le théâtre d'une générosité mal utilisée, d'un pouvoir cédé à la mauvaise personne, d'un souvenir précieux qui coexistait avec une cruauté quotidienne qui n'aurait jamais dû se produire entre ces murs. Il était temps de changer ce que les murs gardaient. Le test de paternité fut effectué 3 jours plus tard, dans une clinique privée du centre-ville. Discrètement et sans bureaucratie inutile. Léo pensa que c'était une visite médicale ordinaire, trouva le coton imbibé d'alcool amusant et demanda si ça allait faire mal. Le technicien répondit que non et Léo fut satisfait de la réponse. Sophie resta tout le temps la main de son fils dans la sienne. David resta de l'autre côté de la pièce, observant. Il y eut un moment dans cette petite salle clinique sans charme, avec ses murs blancs et son néon froid, où David regarda Sophie tenant la main de Léo pendant que le technicien effectuait la procédure et ressentit quelque chose qui n'était pas seulement de la culpabilité et pas seulement de la gratitude,
et n'avait pas un nom unique disponible. C'était le genre de sentiment qui apparaît quand on comprend, vraiment comprend, l'ampleur de ce qui s'est passé pendant qu'on ne regardait pas. Le résultat viendrait dans quelques jours, mais David connaissait déjà le résultat. La marque savait avant tout laboratoire. Le résultat du test arriva un matin de temps couvert, avec ce ciel bas et gris que Lyon arbore parfois comme pour s'accorder au poids des choses intérieures des gens. Le document était technique, rempli de pourcentages et de nomenclatures scientifiques, mais le chiffre qui importait était un seul, 99,98% de probabilité de paternité biologique. David lut le chiffre 2 fois. Il plia le papier avec soin, le mit dans sa veste. Puis il resta immobile à la fenêtre de l'appartement pendant un long moment, regardant la rue mouillée en contrebas, les voitures passant lentement, les gens avec leurs parapluies et leurs hâtes, le monde qui continuait avec son indifférence douce face à toute transformation particulière. Il appela Sophie à 9 heures du matin. « C'est arrivé, dit-elle, avant qu'il ne parle. C'est arrivé ici aussi. » Il y eut un silence qui n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui se produit lorsque deux personnes traitent la même réalité sous des angles différents et reconnaissent que l'espace pour le faire doit exister. « Et maintenant ?» dit Sophie. « Maintenant, dit David, nous devons parler de Léo, de quand et comment lui dire. C'est votre décision, pas la mienne. Je suivrai ce que vous jugerez le mieux. » Sophie resta silencieuse un instant. Du fond de l'appartement, on pouvait entendre la voix de Léo parlant seul, probablement avec un jouet, dans cette langue particulière que les enfants utilisent lorsqu'ils sont leurs propres interlocuteurs. « Il a déjà posé des questions sur son père, dit-elle. Pas souvent. Les enfants de 4 ans n'insistent pas beaucoup sur ces questions, mais il a déjà demandé. J'ai dit que son père vivait loin et qu'un jour ils se rencontreraient. Vous avez dit la vérité, dit David. J'ai dit ce que j'espérais qu'il soit vrai un jour. Il y avait dans cette phrase une honnêteté qu'il reconnut comme rare. La plupart des gens qu'il connaissait fabriquaient des certitudes. Elle avait fabriqué de l'espoir, ce qui était bien différent. J'aurais besoin de temps avec lui, dit David, non pas pour assumer quoi que ce soit avant qu'il ne comprenne, juste pour être présent, pour que, lorsque la conversation aura lieu, je ne sois pas un étranger complet pour lui. Vous pouvez venir dîner dimanche, m'a dit Sophie. La phrase sortit avec le naturel d'une décision qu'elle avait prise avant de demander à son propre cerveau, le genre de décision que les instincts prennent parfois avant la rationalité. Juste dîner, simple. Je ferai du riz, des haricots, le plat habituel. Il aime manger avec de nouvelles personnes. David faillit sourire pour la 2e fois en moins d'1 semaine, ce qui était pour lui une statistique remarquable. Dimanche, dit-il. Merci. Aurélie, à la même période, s'était installée dans un appartement des Brotteaux, l'un des quartiers les plus chics de la ville, qu'elle avait obtenu grâce à une amie disposant d'une chambre d'amis. L'appartement de l'amie était plus grand qu'elle ne le méritait à ce moment de sa vie, ce qui rendait tout encore plus confus à l'intérieur. Elle avait espéré que David viendrait lui parler. Elle avait espéré que son frère, après avoir laissé la colère passer, reprendrait le schéma des années. Le schéma où elle poussait jusqu'à la limite et il reculait, cédait, trouvait un équilibre qui lui coûtait plus qu'à elle. Mais David ne vint pas parler. Il envoya un message court, objectif, disant que la recommandation des 30 jours pour libérer la demeure avait été formalisée par lettre recommandée envoyée à l'adresse de l'ami, que tout objet personnel laissé après le délai serait donné, et que l'avocat de la famille était disponible pour répondre aux questions concernant la transition. Rien de plus. Aurélie lut le message 3 fois. Elle attendit qu'il y ait plus. Il n'y en avait pas. Elle avait fait ce qu'elle avait fait pour des raisons qui, dans la logique particulière qui la gouvernait, avaient un certain sens. David avait perdu sa femme et son fils d'une manière dévastatrice, et il lui avait fallu des années pour redevenir une personne entière. Aurélie avait vu son frère se refermer, se recroqueviller, construire des murs si hauts et si efficaces qu'il l'avait transformé en un homme qui existait sans vivre. Et puis était apparue cette jeune femme, enceinte de son fils, sans famille, sans ressources, sans aucun outil pour naviguer dans le monde que la famille Dubois représentait. Aurélie avait vu un danger, elle avait vu une complication, elle avait vu un enfant naître dans une situation qu'elle avait jugée, avec cette arrogance qui se déguise parfois en protection, qu'il valait mieux gérer que de laisser faire. Le problème était que gérer avait signifié cacher, et cacher avait signifié qu'un garçon avait grandi 4 ans sans père, pendant que ce père existait à quelques kilomètres de distance sans le savoir.
Il y avait aussi un autre problème, qu'une femme solitaire et effrayée avait accepté un accord qui n'aurait pas dû être proposé et avait vécu 4 ans en subordination à une maison qui appartenait au père de son fils, dans une situation qui n'était une protection qu'en surface et un contrôle à chaque couche inférieure. Aurélie le savait. Elle l'avait toujours su, avec cette conscience inconfortable que les gens qui font de mauvaises choses développent pour ne jamais être tranquilles très longtemps. Mais entre savoir et faire ce qui devait être fait, il y avait un précipice, et elle était restée sur ce bord pendant 4 ans sans sauter. Le dimanche arriva avec le soleil timide de celui qui n'est pas sûr d'être le bienvenu. David apparut à la porte de l'appartement de Sophie à 7 heures du soir, avec une bouteille de jus de raisin et un camion jouet rouge dans un simple sac. Il s'était arrêté au magasin de jouets en chemin, sans trop savoir quoi acheter, était resté devant l'étagère de voitures et de camions pendant environ 3 minutes, avec le sérieux de celui qui résout une question importante, et avait choisi le camion parce qu'il était assez grand pour ressembler à un cadeau, mais assez simple pour ne pas ressembler à un achat de culpabilité. Sophie ouvrit la porte et regarda le sac avec une expression qu'il ne sut pas déchiffrer complètement. « Entrez », dit-elle. L'appartement était petit et parfaitement propre. Il y avait une odeur de haricots dans l'air, domestique et réelle comme peu d'odeurs peuvent l'être. Le salon avait un canapé fleuri, une télévision de taille moyenne, un tapis au crochet sur le sol qui avait probablement appartenu à la mère de quelqu'un. Sur le mur, des photos de Léo à différents âges, une progression chronologique non intentionnelle que David parcourut lentement des yeux, du bébé aux grands yeux couleur miel, au garçon de 4 ans qui apparaissait souriant sur une plage avec sa mère. Léo était dans le salon, avec un ensemble de blocs de construction éparpillés sur le tapis. Quand la porte s'ouvrit et qu'il vit l'homme du café, il resta immobile une seconde, un bloc à la main, assimilant la situation. « Vous êtes l'ami de ma maman, dit-il. »« Oui, dit David. »« Vous êtes venu dîner ?»« Oui. » Léo acquiesça avec satisfaction et retourna à ses blocs. Puis, il regarda le sac dans la main de David. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?»« Léo, » dit Sophie avec l'une de ces avertissements rapides de mère. « C'est bon, » dit David, s'abaissant et posant le sac par terre. « C'est pour toi si tu veux. » Léo s'approcha du sac avec la vitesse prudente des enfants qui ont appris que les bonnes choses ont parfois un piège. Il l'ouvrit. Il sortit le camion rouge. Il le regarda un instant avec cette expression d'évaluation technique que les enfants font avec les jouets, puis leva les yeux vers David avec un sourire qui fut le sourire le plus soudain et le plus complet que David ait vu depuis longtemps. David s'agenouilla sur le sol avec le garçon pendant que le camion était inspecté sous tous les angles. Sophie resta immobile à l'entrée de la cuisine, observant cela, et il se passait quelque chose en elle qui était difficile à nommer, un mélange de soulagement et de prudence, et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas encore regarder directement. Le dîner fut ce qu'elle avait promis. Riz, haricots, un morceau de poulet rôti, salade simple. La table avait 3 places. Léo était au milieu, entre les 2 adultes, et parla pendant pratiquement tout le repas du camion, des blocs de construction, d'un garçon de l'école appelé Rodrigo, qui avait cassé le crayon préféré de Léo cette semaine-là, et que Léo avait décidé de pardonner parce que Rodrigo lui avait donné son propre crayon jaune en échange. David écouta tout avec une attention qui était sincère et que Sophie remarqua. « Tu as eu raison de pardonner, » dit David à Léo. « Ma maman a dit oui, » dit Léo. « Mais le crayon jaune est joli aussi. »« Oui, » acquiesça David. « Parfois, ce que l'on reçoit en échange est mieux que ce que l'on a perdu. » Sophie regarda David par-dessus la tête de son fils avec une expression qui était plus une question qu'un commentaire. Il lui rendit le regard un instant avant de retourner à son assiette. Après le dîner, pendant que Sophie donnait le bain à Léo, David resta dans le salon et fit la vaisselle. Ce ne fut pas un geste calculé, ce fut simplement ce qui lui sembla naturel de faire. Lorsque Sophie revint avec Léo en pyjama, le garçon, les yeux déjà lourds de sommeil mais résistant avec l'entêtement discipliné de 4 ans qui ne veut rien manquer, elle trouva l'évier vide et les assiettes empilées sur l'égouttoir. Elle resta à regarder l'évier un instant. « Merci », dit-elle. « De rien. » Léo alla dormir avec le camion rouge dans son lit, ce que Sophie refusa 2 fois avant de céder à la 3e tentative, et David resta immobile sur le pas de la porte de la chambre du garçon un instant, regardant ce petit lit avec les draps à l'effigie de personnages de dessins animés et le camion rouge et la respiration qui commençait à devenir lente et calme avec l'arrivée du sommeil. Il y avait quelque chose dans cette chambre qui était la chose la plus réelle qu'il ait trouvée depuis des années. Il sortit sur la pointe des pieds, retourna au salon
et resta debout près de la porte, avec l'expression de quelqu'un qui se prépare à partir, mais n'a pas trouvé la bonne phrase pour les adieux. « Comment cela va-t-il se passer maintenant » dit Sophie, à voix basse pour ne pas réveiller Léo. « Comme vous le voudrez, dit-il. Je ne suis pas venu pour prendre de la place. Je suis venu pour occuper l'espace qui existe, si vous le permettez. » Elle le regarda un instant. « Vous êtes différent de ce que j'imaginais, dit-elle. » Il ne répondit pas immédiatement. Puis il dit « J'ai été différent de ce que j'imaginais moi-même pendant longtemps. J'apprends encore ce que cela signifie. » Sophie croisa les bras sur sa poitrine, non pas en défense, mais comme quelqu'un qui s'embrasse en réfléchissant. Il aura besoin de temps pour comprendre, et j'aurai besoin de temps pour faire confiance. Je sais. Et si vous avez besoin de temps aussi, c'est tout à fait normal. David la regarda avec ce mélange de reconnaissance et de surprise qui apparaît quand quelqu'un dit exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre sans savoir que vous en aviez besoin. « Je suis d'accord avec le temps, dit-il. J'ai appris à être patient avec les choses qui comptent. » Il sortit par le couloir étroit de l'appartement, descendit les escaliers sans hâte et resta un instant sur le trottoir avant de monter dans la voiture. Le ciel était plus clair maintenant, le poids du matin était passé et il y avait quelques étoiles visibles entre les nuages qui se dispersaient. David resta à regarder le ciel un instant, puis il monta dans la voiture. Le lendemain, il appela l'architecte et fixa le rendez-vous qu'il avait annoncé quelques jours auparavant. Et le jour d'après, il demanda à l'avocat de préparer le document formel qu'il avait planifié depuis cet après-midi dans le bureau de la demeure, le document qui changerait le destin de ces murs d'une manière qu'aucun des invités de cette fête n'aurait imaginé en quittant le jardin, embarrassé. La demeure serait transformée. L'idée était simple dans sa conception et énorme dans son exécution. Un institut d'éducation, de sport et de culture pour les enfants en situation de vulnérabilité. Terrain de sport, bibliothèque, réfectoire avec repas gratuits, atelier de musique et d'art. Une école de soutien scolaire qui fonctionnerait en dehors des heures de classe pour les enfants des quartiers voisins n'ayant pas accès à ces ressources. Tout gratuit, tout public, tout à l'adresse la plus noble du quartier des Brotteaux, à l'endroit qui avait été le théâtre de la fête et de l'humiliation, transformé en lieu d'opportunité. David avait réfléchi au nom pendant des jours avant de se décider. Il avait envisagé de donner le nom de son épouse, il avait envisagé un nom institutionnel neutre, il avait envisagé plusieurs options. Finalement, la décision était venue de la manière dont les bonnes décisions arrivent généralement, avec la clarté d'une chose si évidente qu'il est impossible de ne pas la voir une fois qu'elle apparaît. L'institut serait baptisé du nom de Léo, non pas parce que c'était un geste de grandeur, mais parce qu'un garçon de 4 ans était entré par un portail dans ce jardin avec des sandales usées et un désir silencieux de nager dans une piscine que personne n'avait eu la générosité d'offrir, et était sorti de ce jardin sans imaginer qu'il avait complètement changé le cours de l'histoire de ces murs. C'était le minimum que le monde pouvait faire. Les travaux de la demeure commencèrent 3 semaines plus tard, avec ce rythme de construction qui semble lent de l'extérieur et frénétique de l'intérieur. L'architecte avait réalisé le projet en un temps record, motivé par quelque chose qu'il n'avait pas su nommer lui-même lors de la première réunion, mais qu'il décrivit plus tard comme la sensation de construire quelque chose qui compte vraiment. Ce qui était différent des demeures, des bureaux d'entreprise et des centres commerciaux qu'il avait conçus ces dernières années. Henri assuma la gestion du projet avec le sérieux concentré de celui qui avait enfin trouvé le travail qu'il aurait toujours dû faire, arrivant sur le chantier avant les maçons et repartant après les derniers employés, avec des carnets remplis de notes et cette énergie spécifique des personnes qui découvrent une vocation tardivement mais avec une intensité totale. David passait par la demeure 2 ou 3 fois par semaine. Parfois il ne restait que 10 minutes, parfois plus, marchant dans les pièces en rénovation, discutant avec Henri des délais et des décisions, s'asseyant parfois sur le banc de bois du jardin qui avait été soigneusement préservé exactement là où il était. Le banc ne serait pas déplacé. Ça avait été une instruction explicite du projet. L'arbre, le banc, le coin du jardin où l'ombre tombait à une certaine heure de l'après-midi. Préservé, non pas comme un musée, mais comme une mémoire vivante au sein d'un lieu qui devait regarder vers l'avenir, sans oublier ce qu'il avait été. Le dimanche, David dînait à la petite table de l'appartement du quartier de Vèze. La routine s'était établie avec la spontanéité surprenante des choses qui sont à leur juste place. Léo avait accepté la présence de David avec cette ouverture généreuse des jeunes enfants
qui n'ont pas encore appris à construire des murs, l'ouverture que les adultes perdent et passent leur vie à essayer de récupérer. Pour le garçon, David était l'ami de sa mère qui en savait beaucoup sur les camions, qui ne restait pas sur son téléphone quand ils jouaient ensemble, qui lisait des histoires à voix haute avec des voix erronées pour les personnages, d'une manière qui faisait rire Léo à chaque fois. La question sur le père vint un mercredi soir, pas le dimanche, pas à un moment préparé ou planifié. Elle vint alors que Sophie rangeait le sac à dos de Léo pour le lendemain et que le garçon était allongé sur le lit, regardant le plafond avec cette expression de pensée profonde de 4 ans. Maman. David habite loin? Sophie s'arrêta, le sac à dos à la main. Pourquoi tu demandes? Parce que tu as dit que mon papa habitait loin. Léo la regarda avec ses yeux couleur miel parfaitement directs. Et David vient tous les dimanches, donc il n'habite pas loin. Sophie resta immobile un instant, puis elle posa lentement le sac à dos sur la chaise, alla vers le lit de son fils, s'assit sur le bord et resta à regarder ce petit visage sérieux qui attendait une réponse avec la patience de celui qui ne sait pas qu'il pose une question énorme. « Léo, dit-elle, tu aimes David ?»« Oui, sans hésitation. Pourquoi ?» Léo réfléchit avec le sérieux qu'il consacrait aux questions importantes. « Parce qu'il m'écoute quand je parle. Beaucoup d'adultes font semblant d'écouter mais regardent sur le côté. Lui, non. » Sophie sentit son cœur se serrer. « Et il sait faire le bruit du moteur du camion pour de vrai, » ajouta Léo, comme une considération supplémentaire de poids équivalent. Elle sourit malgré tout. « Oui, il sait. » Elle resta silencieuse un instant, la main sur les cheveux de son fils. Elle avait planifié cette conversation de plusieurs manières ces dernières semaines. Elle avait répété des phrases, elle avait consulté une psychologue pour enfants par téléphone qui lui avait donné de gentils conseils sur la manière d'introduire l'idée de père aux jeunes enfants sans pression. Mais ce mercredi-là, avec son fils la regardant avec ses yeux qui étaient les mêmes que ceux de David d'une manière de plus en plus évidente chaque semaine, aucune des phrases répétées ne sembla être la bonne. Alors elle dit la vérité de la manière la plus simple qui soit. « David est ton papa, Léo. » Léo resta complètement silencieux pendant plusieurs secondes. Il regarda sa mère, puis il regarda le plafond. Puis il revint vers elle. « Alors, il n'habite pas loin, dit-il. »« Non, » dit Sophie, les yeux embués d'une manière qu'elle n'avait pas prévue, mais qu'elle n'essaya pas non plus de cacher. « Il n'habite pas loin. » Léo resta pensif. « Je peux lui demander pourquoi il a mis du temps à venir. »« Oui, » dit-elle. « Tu peux lui demander ce que tu veux. »« D'accord. » Léo acquiesça avec la gravité de celui qui avait traité une information importante et l'avait archivée à un endroit approprié. « Je peux dormir maintenant ?» Sophie éclata de rire qui était aussi un sanglot. « Oui, » dit-elle. Elle appela David après que Léo se fut endormi. Il était presque 10 heures du soir. Il répondit au deuxième coup de fil. « Je lui ai dit, » dit-elle. Il y eut un silence de l'autre côté. « Et ?» La voix de David était différente. « Il veut savoir pourquoi vous avez mis du temps à apparaître. » Un autre silence. Puis, d'une voix qui devenait légèrement rauque, David dit « Qu'avez-vous répondu ?»« Rien, j'ai dit qu'il pouvait vous demander directement. »« D'accord, une pause. Merci d'avoir raconté de la manière dont vous l'avez fait. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est lui qui y est arrivé. » David resta silencieux un instant de plus. « Je sais. » Cette nuit-là, dans l'appartement de 2 pièces du centre-ville, David s'assit à la table de la cuisine avec un verre d'eau et regarda la deuxième chambre fermée. La chambre qui était restée vide pendant des années, qui avait servi de débarras pour des cartons de documents et d'équipements que personne n'utilisait plus. Il se leva, alla à la porte, l'ouvrit. Il alluma la lumière. La chambre avait une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble, d'où entrait un peu de lumière du lampadaire. Il y avait des cartons empilés, une vieille armoire, un lit simple démonté appuyé contre le mur. Il resta immobile sur le pas de la porte pendant un long moment. Le lendemain matin, il appela un magasin de meubles et organisa une livraison pour le week-end. Le dimanche, comme toujours, il se rendit à l'appartement de Sophie. Mais cette fois, Léo vint à la porte avant qu'elle n'ouvre, et quand la porte s'ouvrit, il y avait cette expression sur le visage du garçon qui était l'expression des grandes questions attendant d'être posées. Léo ne dit pas bonjour. Il regarda David pendant 3 secondes complètes, avec cette sobriété de 4 ans qui était plus intense que beaucoup de sobriété adulte. Puis il dit « Pourquoi tu as mis du temps ?» David s'agenouilla sur le pas de la porte dans le couloir devant le garçon.
Parce que je ne savais pas que tu existais, dit-il, avec l'honnêteté directe qu'il avait décidé dès le début serait le seul ton possible avec cet enfant. Personne ne m'a dit, et quand j'ai su, je suis venu tout de suite. Léo traita cela avec soin. Qui n'a pas dit? C'est une histoire compliquée d'adulte. Quand tu seras plus grand, je t'expliquerai mieux. Mais la partie importante, c'est que quand j'ai su, je suis venu. Léo resta pensif. Mais maintenant tu vas rester? Oui, dit David. Tous les dimanches? Tous les dimanches. Et d'autres jours aussi, si tu veux. Léo considéra cela un dernier instant, et puis, avec la simplicité absolue que seuls les enfants ont pour conclure des accords que les adultes passeraient des heures à négocier, il dit « D'accord ». Et il retourna au salon pour prendre le camion rouge. Sophie était restée à 2 mètres, écoutant cette conversation, et lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de David, qui était toujours à genoux dans le couloir, il y avait quelque chose sur son visage qui était l'expression de quelqu'un qui avait vu une belle chose se produire et n'avait pas de mots disponibles et n'avait pas besoin d'en avoir. Aurélie, à la même période, avait traversé un processus qu'elle-même ne savait pas nommer correctement. Le départ de la demeure s'était fait dans les 30 jours avec l'aide silencieuse de son ami et d'un camion de déménagement qui avait transporté ses affaires vers l'appartement plus petit qu'elle avait loué à Montplaisir, le quartier qu'elle avait choisi parce qu'elle y connaissait peu de monde et que c'était pour l'instant le plus proche de la paix qu'elle pouvait trouver. L'appartement était une chambre, 2 fenêtres, une petite cuisine. Rien de comparable à ce qu'elle avait eu, mais il y avait quelque chose de curieusement honnête dans ce petit espace, comme si chaque mètre carré correspondait exactement à ce qu'elle avait construit par elle-même, ce qui n'était pas grand-chose. Elle avait essayé d'occuper ses journées avec des choses qui semblaient raisonnables. Elle avait appelé d'anciennes amies, dont la plupart avaient évité les appels ou répondu avec la froideur douce de celles qui préfèrent à la distance. Elle était allée à un entretien d'embauche pour un poste de coordinatrice d'événements qui s'était bien déroulé jusqu'à ce que l'employeur découvre qu'il n'y avait pas de référence vérifiable des 3 dernières années. Car ces 3 dernières années, elle avait géré la vie de fête dans la demeure de son frère, ce qui n'était pas exactement une expérience professionnelle documentable. Elle avait été en colère contre David pendant quelques jours. Puis, elle avait été en colère contre elle-même, ce qui était plus difficile à gérer. Puis elle était devenue simplement fatiguée, ce qui était peut-être l'état le plus honnête de tous. Un soir, l'appartement étant silencieux et la télévision éteinte, Aurélie avait regardé le plafond avec la même qualité de silence que David connaissait bien. Le silence de celui qui compte les erreurs dans un endroit où il est impossible de faire semblant qu'elles n'existent pas. Elle avait fait ce qu'elle avait fait. Elle avait cru que c'était de la protection. Cela avait abouti à 4 ans d'un enfant sans père et d'une femme seule, et d'un frère qui portait une douleur qui aurait pu au moins être partagée. Cela avait abouti à un après-midi d'humiliation qu'elle-même avait dirigé devant une vingtaine de personnes qui racontaient maintenant probablement l'histoire lors de leur propre dîner du dimanche. Il y avait ce qu'il y avait. La question qui ne lui sortait pas de la tête n'était pas comment s'excuser. C'était de savoir s'il était possible, vraiment possible, qu'une personne qui avait fait ce qu'elle avait fait ait une place pour être autre chose que cela à l'avenir. Elle n'avait pas encore de réponse à cette question, mais elle était, pour la première fois depuis de nombreuses années, prête à chercher. Dans les semaines qui suivirent, l'Institut prenait forme dans les murs de cette demeure. Le jardin avait été partiellement réaménagé, conservant le banc et l'arbre, mais ouvrant de l'espace pour un terrain multisport au fond, là où il n'y avait auparavant que de la pelouse décorative. La bibliothèque était en cours d'installation dans l'un des salons du rez-de-chaussée, avec des étagères qu'Henri avait commandées à une menuiserie du quartier de Vénissieux. Le réfectoire occupait ce qui avait été la salle à manger formelle, cette pièce qu'Aurélie avait décorée de miroirs et de lustres, et qui devenait maintenant un espace de longues tables et de bancs en bois simple, où des enfants de divers quartiers pourraient manger un repas chaud tous les jours. Léo se rendit sur le chantier un samedi avec David et Sophie. Il parcourut chaque pièce avec le casque jaune qu'Henri avait spécialement prévu pour cette visite, avec un sérieux d'inspecteur qui fit sourire l'architecte. Lorsqu'ils arrivèrent au jardin et que Léo vit le panneau provisoire avec le nom de l'Institut, il s'arrêta. Il regarda le panneau. Il regarda David. Il revint au panneau. « Il y a mon nom, dit-il. »« Oui, dit David. »« Pourquoi ?» David s'agenouilla à la hauteur du garçon et regarda le jardin qui prenait une nouvelle forme autour d'eux, le banc de bois à l'ombre de l'arbre, le terrain en construction, la salle à manger visible par la fenêtre, qui avait maintenant des étagères,
là où il y avait eu des miroirs. Parce que tu es entré ici un jour, dit-il, et la vie ici a changé. Et quand un endroit change à cause d'une personne, cette personne mérite d'y avoir son nom. Léo resta à regarder le panneau un instant de plus. Puis il dit, avec la logique impeccable de 4 ans, « Mais je n'ai rien fait. »« Tu as existé, » dit David. « Parfois, c'est tout ce qui suffit. » Sophie, à leur côté, sentit quelque chose bouger en elle qui était différent de tout ce qu'elle avait ressenti ces derniers mois. C'était une chose qu'elle avait gardée avec beaucoup de soin parce qu'elle savait que les choses gardées avec soin mettent plus de temps à s'abîmer. Mais c'était là. Cela avait été là depuis le café avec la chouquette, depuis l'évier lavé après le dîner du dimanche, depuis la conversation à la porte du couloir où un homme s'était agenouillé devant son fils et avait dit la vérité d'une voix ferme et les yeux embués. Elle était là. Et il n'y avait plus moyen de faire semblant qu'elle ne l'était pas. La lettre arriva un mardi. Ce n'était pas une lettre ordinaire, du genre qui arrive dans une enveloppe imprimée avec un expéditeur corporatif. C'était une lettre écrite à la main, sur du papier de bloc-notes ordinaire, avec une écriture légèrement irrégulière de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire des lettres depuis longtemps et a senti la raideur de ses doigts dans les premiers paragraphes, puis s'est détendue au fur et à mesure que la page avançait. L'enveloppe n'avait pas d'expéditeur. David reconnut l'écriture avant d'ouvrir. Il la lut debout dans son bureau du centre-ville, sa veste encore sur le cintre et son café refroidissant sur la table. Aurélie ne demandait pas pardon. Ce fut la première chose qu'il remarqua, et ce fut aussi, paradoxalement, ce qui le fit continuer à lire. Elle avait essayé d'écrire pour demander pardon 3 fois, disait-elle, et les avait toutes rejetées parce qu'elles sonnaient faux. Sonnaient comme une tentative de raccourcir un processus qui n'avait pas de raccourci. Au lieu de cela, elle avait écrit ce qu'elle avait fait et pourquoi elle croyait l'avoir fait, avec une honnêteté qui était manifestement coûteuse. L'honnêteté de quelqu'un qui met dehors des choses qui sont restées trop longtemps à l'intérieur et qui ne sentent pas bon une fois exposées à l'air. Elle avait dit que 4 ans c'était trop long, que Léo avait grandi sans père et David avait vécu sans fils et qu'elle avait géré cette situation comme s'il s'agissait d'un problème de logistique alors que c'était une vie. Elle avait dit qu'elle savait qu'il n'y avait pas de compensation pour cela et qu'elle ne demandait pas qu'il y en ait. Elle avait dit qu'elle cherchait du travail et qu'elle savait que cela prendrait probablement du temps car elle avait passé des années sans construire quoi que ce soit qui lui appartienne vraiment, se contentant de gérer ce qui appartenait aux autres. Et à la fin, sur une ligne légèrement décalée de la marge, comme si sa main avait un peu tremblé en l'écrivant, elle avait dit qu'elle aimerait un jour pouvoir regarder son neveu sans qu'il ait besoin de savoir ce que sa tante avait fait avant qu'il n'existe pour lui-même. David plia la lettre. Il la garda en main un moment. Il ne répondit pas ce jour-là. Il emporta la lettre chez lui et la laissa sur la table de la cuisine pendant 2 jours, où il la voyait chaque fois qu'il allait chercher de l'eau ou faire du café. Le 3e jour, il l'emporta chez Sophie un dimanche. Il posa la lettre sur la table du dîner après que Léo se fut endormi, comme cela s'était produit cette nuit-là, où le garçon était resté avec le camion rouge dans son lit et les adultes étaient restés dans le salon avec le silence confortable de ceux qui ont déjà passé la phase de devoir remplir chaque pause de mots. « D'Aurélie », dit-il. Sophie regarda l'enveloppe un instant. Elle ne demanda pas si elle pouvait lire. David la poussa doucement dans sa direction. Elle lut en silence. David regarda par la fenêtre la cour de l'immeuble pendant qu'elle lisait. Quand elle eut terminé, elle remit soigneusement la lettre dans l'enveloppe. Elle resta un instant en silence. « Que vas-tu faire ?» dit-elle. « Je ne sais pas encore, dit-il, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. » Sophie regarda ses mains sur la table. Il y avait quelque chose dans ce geste de consultation, de lui demander son avis sur une décision qui concernait sa famille, qu'elle apprenait encore à recevoir sans rendre. Elle avait passé 4 ans à prendre des décisions seule, et l'idée que quelqu'un pensait que sa perspective importait dans une équation qui n'était pas seulement la sienne était encore une nouveauté qui demandait du temps. « Elle a fait de grosses erreurs, » dit Sophie lentement. « Oui, mais j'ai été élevée par une femme qui disait que la haine fatigue plus que le pardon, qu'il faut de l'énergie pour porter la colère et que cette énergie finira par manquer pour autre chose. » David resta silencieux. « Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est excusable, » continua Sophie. « Cela ne l'est pas. 4 ans ne reviennent pas. Mais Léo grandira, et il verra comment les adultes autour de lui gèrent les choses difficiles. Et je ne veux pas qu'il grandisse en voyant la haine servir de principe. » David la regarda. « Vous me surprenez, dit-il. Vous me l'avez déjà dit une fois. »
C'est toujours vrai. Sophie croisa les bras sur la table dans un geste pensif. Vous ne pouvez pas lui pardonner maintenant. Ce n'est pas nécessaire. Mais vous pouvez laisser la porte ouverte. C'est son travail de trouver le chemin vers la porte. David resta pensif un long moment. Puis il prit la lettre et la mit dans la poche intérieure de sa veste, au même endroit où il avait porté la photographie de Clara pendant 22 ans. Le lendemain, il envoya un court message à Aurélie. Il disait seulement qu'il avait reçu la lettre et qu'il y avait des choses qui prendraient du temps, mais que l'Institut avait besoin d'une coordinatrice de communication et qu'Henri serait disponible pour une conversation si elle était intéressée. Aurélie resta à regarder le message pendant un très long moment. Puis elle répondit « J'ai intérêt ». La conversation entre Aurélie et Henri eut lieu un après-midi dans un café du centre-ville, différent de celui où David et Sophie s'étaient rencontrés, mais avec le même type de tables en bois sombre et la même odeur de café et de pain. Henri était arrivé avec un carnet rempli de notes et l'expression de quelqu'un qui avait reçu l'instruction d'être professionnel et s'efforçait de l'être, mais qui était aussi le genre de personne qui ne peut pas faire semblant que la situation n'était pas, au minimum, inhabituelle. « Vous savez que j'étais là ce jour-là » dit Henri après les formalités de base. « Je sais » dit Aurélie. « Vous savez que j'ai essayé ?»« Je sais que vous avez essayé » dit Aurélie. « Et ce n'était pas suffisant. Aucun de nous n'a été suffisant ce jour-là. » Henri resta silencieux un instant, puis il ouvrit son carnet. L'Institut avait besoin de quelqu'un pour s'occuper des partenariats avec les entreprises, de la communication externe et des réseaux. Vous avez de l'expérience dans l'organisation d'événements, donc vous comprenez la logistique. Le reste est de l'apprentissage. Je suis prête à apprendre. La condition que David a posée, dit Henri la regardant directement, est que tout enfant maltraité en toutes circonstances entraîne un licenciement immédiat, sans discussion, sans deuxième chance. Aurélie ne détourna pas le regard. Je comprends. Ce n'est pas une règle sur papier. C'est une vraie règle. Je comprends cela aussi. Henri la regarda un instant. Il y avait quelque chose sur son visage qu'il n'avait pas vu dans ce jardin, ce jour de fête, quand elle menait le spectacle de l'humiliation, son verre de crément à la main. Il y avait maintenant quelque chose qui ressemblait à un coup réel. L'expression de quelqu'un qui paie une facture qu'elle sait juste, même si elle est chère. « Une chose de plus, dit-il. Dites. Léo utilisera l'Institut. Il sera là avec les autres enfants. Vous le rencontrerez régulièrement. » Aurélie resta silencieuse un moment. « Je sais. Comment allez-vous gérer cela ?» Elle resta pensive. Elle regarda ses mains sur la table. « Je vais gérer cela comme j'aurais dû gérer beaucoup de choses il y a longtemps, en prêtant attention à ce dont l'enfant a besoin avant de prêter attention à ce que je ressens. » Henri acquiesça lentement. Il ferma son carnet. « Lundi à 8 heures, dit-il. Le samedi précédant l'inauguration officielle de l'Institut, David se rendit seul à la demeure. Henri avait accordé un jour de repos à l'équipe avant le grand jour et le bâtiment était vide à l'exception du gardien à l'entrée. David parcourut les pièces achevées avec la lenteur de quelqu'un qui veut ressentir chaque espace avant que les autres ne l'occupent. La bibliothèque était prête, les étagères déjà garnies des premiers livres donnés et achetés, organisés par tranche d'âge avec cet ordre qui invite plutôt qu'il n'intimide. Le réfectoire sentait la peinture fraîche et les longues tables étaient alignées avec cette précision qui n'existe que lorsque les choses viennent d'être installées et n'ont pas encore été touchées par la vie. Le terrain multisport dans le jardin brillait sous le soleil de l'après-midi, avec les lignes fraîchement peintes sur le nouvel asphalte, et les paniers de basket aux extrémités semblaient attendre comme ceux qui savent que l'attente se terminera bientôt. David se dirigea vers le banc de bois. Il s'assit à l'ombre du grand arbre, comme il l'avait fait tant de fois, comme il l'avait fait pour la première fois des années auparavant, quand le jardin appartenait à celle qu'il aimait et que la vie avait une forme différente. Il sortit la photographie de la poche de sa veste. La photo était plus pliée que jamais, les bords un peu plus usés, les couleurs un peu plus pâles. Mais le sourire de Clara était le même. Il avait la même qualité de lumière qu'il avait reconnue la première fois qu'il l'avait regardée et qui n'avait diminué avec aucune des années passées. « Demain, les enfants entrent, » dit-il à voix basse, au jardin qui avait appris, au fil des ans, à garder les mots de ceux qui s'y asseyaient. 50 enfants, au moins. Henri est resté jusqu'à 11 heures hier pour organiser les derniers détails. L'architecte est venu voir le résultat et est resté une demi-heure à regarder le jardin sans rien dire. Il marqua une pause. Il y a un petit garçon qui sera le premier enfant à franchir le portail principal demain.
Il a 4 ans et en aura 5 bientôt. Il a les cheveux légèrement bouclés et les yeux couleur miel et un sérieux quand il mange des chouquettes qui n'a pas d'explication. Il marqua une nouvelle pause. Vous l'auriez beaucoup aimé. Il a cette façon d'écouter que vous aviez. Le vent passa à travers les feuilles de l'arbre. Ce n'est pas pour remplacer, dit-il. Ça ne l'a jamais été. C'est pour compléter. Je connais la différence. Il resta assis jusqu'à ce que le soleil commence à perdre de sa force, l'ombre de l'arbre s'étendant sur le banc avec cette lenteur que seule la fin de l'après-midi possède. Puis il rangea la photographie avec le soin habituel, se leva du banc et regarda tout le jardin, le panneau de l'Institut visible sur la façade du portail principal, le terrain, la bibliothèque par les fenêtres ouvertes. Dans ce même appartement de 2 pièces du centre-ville, la deuxième chambre avait cessé d'être une chambre fermée et un débarras. Il y avait un petit lit en bois clair, une commode basse avec des tiroirs peints en bleu, une étagère avec 6 camions de différentes tailles et couleurs organisées avec la méticulosité de quelqu'un de 4 ans qui prend sa collection très au sérieux. Il y avait un tapis moelleux avec un motif de carte du monde simplifié parce que Léo en avait vu un dans le magasin et l'avait montré sans hésiter. Et il était impossible de dire non à ce geste. Léo dormait encore dans l'appartement de sa mère la plupart des nuits, car 4 ans est trop tôt pour changer de base, mais il avait dormi 2 fois dans la nouvelle chambre de l'appartement de son père, avec son camion préféré sur l'oreiller et cette respiration calme de celui qui dort bien dans un endroit qu'il reconnaît comme sûr. Le matin du jour de l'inauguration, David vint chercher Sophie et Léo à 7h30. Le petit garçon descendit les escaliers de l'immeuble, ses baskets à velcro mal ajustées, son sac à dos sur le dos, même s'il n'avait besoin de sac à dos pour rien, mais il avait insisté pour en porter un parce que c'était un jour spécial, et les jours spéciaux exigent un sac à dos. Sophie le suivait de près, vêtue d'une simple robe bleue, les cheveux lâchés, l'expression de celle qui avait peu dormi, mais avait dormi heureuse. David resta immobile sur le trottoir, les regardant descendre ses escaliers. Il y avait des moments, parfois, où la vie cesse de présenter des problèmes un instant et présente à la place une image entière de quelque chose de réel et de bon et qui existe vraiment. C'était ce genre de moment. David le reconnut avec la conscience spécifique de celui qui avait passé beaucoup de temps sans en reconnaître aucun. Léo arriva sur le trottoir, ajusta la bretelle de son sac à dos, regarda David avec ce sérieux grave. « Je peux passer devant quand on arrive ?» dit-il. « Oui, » dit David. « Tu promets ?»« Je promets. » Léo acquiesça avec satisfaction et commença à marcher vers la voiture avec l'assurance de quelqu'un qui a obtenu ce qu'il devait obtenir. Sophie arriva à côté de David et regarda son fils un instant avant de le regarder lui. « Tout va bien ?» dit-elle. « Tout va bien » dit-il. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, ces 2 mots n'étaient pas une réponse automatique. Ils étaient la simple vérité d'un homme qui avait appris, de nouveau, à les ressentir. L'inauguration était prévue pour 10h du matin, mais à 8h30, il y avait déjà des gens devant le portail principal de la demeure. Des mères avec des enfants par la main, la plupart venant des quartiers environnants, de la Duchère, des Minguettes, de zones de la ville, où le quartier des Brotteaux était le nom d'un autre monde. Certaines étaient venues en bus, avec un trajet de plus d'1 heure, car la lettre d'invitation était arrivée par l'école publique, et l'école publique avait dit que c'était gratuit et gratuit. C'est ce qui change toute l'équation. Il y avait aussi des pères, certains avec cette expression d'hommes qui ne sont pas habitués aux lieux nobles, mais qui étaient venus parce que leurs enfants étaient venus, et que les enfants importent plus que l'inconfort d'être à la mauvaise adresse. Il y avait des grands-parents. Il y avait des enfants tenant la main de frères et sœurs plus jeunes, avec le soin de ceux qui ont appris tôt qu'il y a des choses dont on s'occupe sans que personne n'ait besoin de le demander. Henri était à la réception depuis 7h30, avec son carnet habituel et l'expression de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup dormi, mais dont le corps était tellement stimulé par l'énergie du jour que la fatigue avait été repoussée à plus tard. Il accueillait chaque famille d'une poignée de main et notait le nom sur la liste, vérifiait les documents avec gentillesse, donnait un dépliant avec le programme de l'Institut et répondait aux questions avec la patience de celui qui non seulement connaît les réponses, mais comprend le poids des questions. Aurélie arriva à 9h, par l'entrée latérale, comme convenu. Elle n'avait pas insisté pour entrer par le portail principal, elle n'avait pas eu besoin d'un geste symbolique de réintégration. Elle était arrivée tôt, s'était rendue à l'espace de coordination qu'Henri lui avait désigné, avait commencé à travailler. Il y avait une liste de contacts de presse locale à activer
Il y avait un panneau de communication à monter dans le jardin, il y avait des choses à faire, et elle les fit avec la concentration de celle qui avait trouvé dans le travail concret une forme d'existence que le vide du petit appartement n'offrait pas. À un moment donné, elle s'arrêta à la fenêtre qui donnait sur le jardin et vit le banc de bois préservé à l'ombre du grand arbre. Elle resta à regarder le banc un instant. Elle s'était assise sur ce banc de nombreuses fois, pendant les années où la demeure était sienne par concession, et n'avait jamais compris ce que ce banc signifiait pour son frère. Elle avait seulement compris qu'il revenait chaque année, à cette date, et que c'était la seule chose qu'elle n'avait jamais touchée, jamais suggéré de déplacer, de changer ou de rénover. Il y avait un respect involontaire qu'elle avait gardé pour ce banc sans comprendre d'où il venait. Maintenant, elle comprenait. À 10 heures précises, le portail principal fut ouvert. Léo avait tenu sa promesse de passer devant. Il était sur la ligne d'entrée avec son sac à dos sur le dos et ses baskets à velcro bien ajustées cette fois, car David avait arrangé les lanières dans la voiture et le garçon était resté complètement immobile pendant le processus, avec cette concentration absurde de celui qui est habillé par quelqu'un qui apprend encore comment faire et qui laisse faire parce qu'il veut que la personne apprenne. Quand le portail s'ouvrit, Léo entra. Il passa par le portail principal d'un pas ferme et les yeux écarquillés, le sac à dos balançant légèrement sur son dos, et fut le premier à fouler le jardin réaménagé ce jour-là. Derrière lui vinrent les autres enfants, en file qui cessa rapidement d'être une file pour devenir un groupe, puis cette explosion joyeuse et spécifique d'enfants, découvrant un nouvel espace, allant dans toutes les directions en même temps, avec la même intensité, criant leurs découvertes aux mères et montrant les équipements et demandant s'ils pouvaient toucher et touchant avant la réponse. David resta immobile près du portail, observant cela se produire. Il y avait 53 enfants ce premier jour. Il y avait des mères qui pleuraient sans savoir expliquer pourquoi, ce qui était parce que parfois, la réalisation d'une possibilité qui semblait impossible libère chez les gens une quantité de sentiments qui ne tient pas dans une seule expression. Il y avait des pères qui remerciaient en silence d'une poignée de main ferme que les hommes donnent quand les mots ne viennent pas. Il y avait des enfants qui étaient arrivés timides et furent absorbés par le courant des autres en moins de 10 minutes, l'intégration se faisant avec cette vitesse que seule l'enfance permet. Léo était allé directement vers l'aire de jeu située sur le côté du jardin, un équipement neuf avec toboggan et balançoire et une structure d'escalade qui avait été spécifiquement demandée par David lorsque l'architecte avait présenté les options. Il avait appelé 3 enfants par leur nom avant de connaître le nom d'aucun d'eux, c'était sa façon de fonctionner, et il était en haut du toboggan, criant avec une liberté qui n'avait rien de nouveau car une telle liberté ne se conquiert pas, elle se révèle. Et celle de Léo avait été là tout le temps, attendant suffisamment d'espace pour apparaître. David observait depuis le jardin. Sophie arriva à ses côtés sans faire de bruit. Ils restèrent à regarder ensemble leur fils en haut du toboggan. « Tu sais qu'il voudra venir tous les jours » dit-elle. « Je sais. » David faillit sourire. « Tant mieux. C'est fait pour ça. » Sophie resta silencieuse un instant. Il y avait quelque chose qu'elle avait gardé pendant des semaines, et qui ce jour-là, dans ce jardin rempli d'enfants et de bons bruits, et d'un matin qui n'était pas de perte mais d'arrivée, trouva l'espace pour sortir. « Je me suis inscrite en pédagogie, dit-elle. » David tourna son visage vers elle. « À l'université, continua Sophie. J'ai réussi l'admission. Ça commence le semestre prochain. » Elle dit cela avec la retenue de quelqu'un qui porte une bonne nouvelle depuis des jours et n'a pas trouvé le bon moment. Et maintenant qu'elle l'a trouvé, elle ne sait pas trop quelle place elle occupe. « J'ai toujours voulu. La pauvreté a repoussé. Mais maintenant je peux. »« Pédagogie, répéta David. C'est ce que j'ai toujours voulu, dit-elle simplement. Il la regarda un instant. Vous serez bonne à cela. Je ne sais pas si je le serai, mais j'essaierai. C'est le même résultat, dit-il. Elle le regarda avec une expression qui avait plusieurs couches, reconnaissance, affection. Cette chose qui était encore dans un cocon, mais qui grandissait chaque dimanche à la petite table avec les haricots et le riz, et le garçon parlant de dinosaures, ou de l'injustice du crayon cassé, ou de pourquoi les camions ont tant de roues. Léo descendit le toboggan, remonta, redescendit en entraînant une petite fille par la main qui était restée immobile au sommet sans courage, et la petite fille descendit en riant. David vit cela et resta à regarder longtemps après que ce fut terminé. « Il est vous, dit Sophie. Il est de vous aussi. Dans cette partie spécifique, de la main tendue à celui qui est immobile, dit-elle, c'est de vous. Il y avait des choses que David avait portées pendant 22 ans qui pesaient plus lourd que tous les contrats qu'il avait signés. La perte de Clara,
de l'enfant qui n'avait pas respiré, des années qu'il avait vécues en pilote automatique, pendant que le monde autour continuait avec son indifférence affairée. Il n'y avait pas de guérison pour ses pertes. Il n'y avait rien qui vienne et efface ce qui avait été. Et il avait appris, au cours de ces mois de dimanches et de chantiers et d'histoires lus avec une voix erronée pour les personnages, que la guérison n'était pas l'objectif. L'objectif était d'apprendre à porter ensemble au lieu de porter seul. Henri apparut à leur côté avec son carnet et une expression de satisfaction contrôlée qui ne parvenait pas à contenir une légère lueur dans les yeux. « 53 le premier jour, dit-il. La liste d'attente a déjà 28 noms. Nous agrandirons au second semestre, dit David. J'ai déjà calculé, dit Henri, ouvrant son carnet. Si l'aile était convertie, dimanche, dit David. Henri ferma son carnet. Dimanche, acquiesça-t-il. La fête d'inauguration, si l'on peut l'appeler ainsi, n'avait pas de crément, ni de table de charcuterie, ni de barman engagé. Il y avait un simple gâteau fait par la boulangerie du quartier de Vénissieux qu'Henri avait découverte, avec ce glaçage à la crème qui ressemblait plus à une œuvre de soin qu'à une technique. Il y avait du jus de fruits en briques pour les enfants. Il y avait des chaises en plastique disposées en demi-cercle dans le jardin pour les parents, qui furent utilisées pendant environ 5 minutes avant que tous ne renoncent aux chaises et restent debout à circuler car le genre de joie de ce jardin ne tenait pas en position assise. Aurélie apporta le gâteau de la voiture. Elle le posa sur la table du réfectoire sans attirer l'attention, puis s'en alla avant que la plupart des gens ne réalisent qu'elle avait été là. Elle était restée en retrait pendant l'ouverture du portail, avait vu le garçon entrer en premier, avait vu le jardin se remplir d'enfants, avec cette transformation d'espace qui se produit lorsque des gens arrivent dans un lieu qui a été fait pour eux. Elle avait pleuré un peu, dans la salle de bain seule, sans que personne ne la voie. Ce n'étaient pas des pleurs de regret, bien qu'il y eût du regret en elle. C'étaient les pleurs de quelqu'un qui voit, vraiment voit, une bonne chose se produire dans un endroit où elle avait permis que de mauvaises choses se produisent, et qui comprend qu'elle ne peut pas s'attribuer le mérite de cette bonté, mais peut en être témoin, et que témoigner est parfois le maximum qu'une personne mérite à un certain moment de sa vie. L'après-midi, lorsque les enfants commencèrent à partir avec leurs mères et leurs pères, Léo ne voulait pas s'en aller. « Encore un peu, disait-il, immobile sur le toboggan. « Il faut y aller, Léo, disait Sophie. Encore un tout petit peu. » David resta à quelques mètres, observant la négociation avec l'expression de celui qui apprend le vocabulaire spécifique de la paternité, qui est différent de tous les autres vocabulaires qu'il avait appris dans sa vie. Il n'y avait pas de manuel pour cela. Il y avait la pratique, il y avait l'erreur, il y avait la tentative. Il y avait un enfant, en haut du toboggan, qui ne voulait pas partir d'un endroit qui avait été construit avec son nom, ce qui était, à vrai dire, complètement compréhensible. Il alla au pied du toboggan. « Léo. » Le garçon regarda en bas. « On revient demain. » Léo traita cela. « Tu viens aussi ?»« Oui. »« Et le lendemain ?»« Le lendemain aussi. » Léo considéra un instant la crédibilité de la proposition. Puis il descendit le toboggan avec l'élan joyeux de quelqu'un qui a pris une décision et a décidé en faveur. Il arriva en bas, resta immobile devant David, et alors, sans avertissement, sans préparation, sans aucune cérémonie, il leva les bras. C'était le geste universel, le geste du jeune enfant qui veut être porté, qui veut être soulevé, qui veut le point de vue le plus élevé et l'odeur d'un adulte fiable et le poids des bras qui tiennent vraiment. David le souleva. Léo resta dans ses bras, les bras autour du cou de son père, regardant le jardin d'où il était descendu, les enfants qui partaient encore, l'institut qui portait son nom sur le panneau du portail. Et il dit, de cette petite voix de celui qui observe le monde sous un angle privilégié, « Cet endroit est bien. »« Oui, » dit David, « je peux rester ?»« Tu peux rester, » dit David, et il ne parlait pas seulement de l'endroit. Sophie se tenait à 3 mètres, le sac à dos de Léo à la main, et il y avait quelque chose sur son visage à ce moment-là qui était le genre de chose qui apparaît quand la vie offre, par surprise et sans rendez-vous, l'image d'une chose que vous aviez cessé d'attendre, parce qu'attendre fatigue, et parce que parfois la fatigue d'attendre est confondue avec l'abandon. Elle n'avait pas abandonné. Elle avait juste cessé d'attendre ce format spécifique, cet homme spécifique, ce jardin spécifique, avec ce panneau spécifique et ce garçon dans les bras de ce père. Et pourtant, tout était là. David la vit regarder et lui rendit le regard par-dessus la tête de Léo, avec cette expression qui devenait de moins en moins contrôlée et de plus en plus humaine.
L'expression d'un homme qui avait appris à tout refermer et qui, lentement, apprenait à rouvrir. Lyon continuait d'être Lyon autour d'eux, avec ses bus et son vent et ses immeubles, et le Rhône au loin avec cette lumière qui change d'heure en heure. Mais à l'intérieur de ce jardin, en cette fin d'après-midi où le dernier gâteau était distribué et les derniers enfants partaient, et Henri notait des choses dans son carnet, avec l'optimisme compulsif de celui qui planifie déjà le mois suivant. Il y avait une chose petite et énorme à la fois qui se passait dans les bras d'un homme qui tenait un fils de 4 ans qui avait payé un prix qui n'aurait jamais dû être demandé et qui maintenant, enfin, recevait ce qui avait été sien depuis toujours. Il y avait encore beaucoup à construire. Il y avait des conversations qui auraient besoin de temps. Il y avait des blessures qui cicatrisaient lentement. Il y avait une femme qui devrait apprendre à faire confiance à une mesure que la vie avait essayé de la convaincre d'être naïve. Il y avait un homme qui devrait apprendre qu'exister n'est pas la même chose que vivre, qu'il avait appris la différence, mais qu'apprendre et incorporer sont 2 processus séparés qui prennent parfois toute une vie. Mais le fils était dans ses bras, et cela, pour ce jour, était plus que suffisant. Le temps qui passe après que les grandes choses se sont produites est différent du temps d'avant. Pas plus lent, pas plus rapide, mais avec une texture différente, comme si chaque jour passait avec la conscience de porter quelque chose que les jours précédents n'avaient pas. Les mois qui suivirent l'inauguration de l'Institut furent des mois de construction de ce type, des mois qui n'étaient pas dramatiques, mais qui étaient réels, qui n'avaient pas le choc des révélations et des confrontations, mais avaient le poids doux et continu des choses qui restent. Léo se rendit à l'Institut presque tous les jours pendant ces semaines, non pas comme bénéficiaire des activités périscolaires, mais comme un enfant qui vivait simplement bien dans cet espace. Henri avait créé un programme d'activités pour les 4 à 6 ans qui fonctionnait le matin, avec des jeux dirigés, de la musique, des contes et ces activités de coordination motrice qui ressemblent à des jeux mais sont un travail sérieux de développement. Léo entrait le premier et ressortait avec l'expression de celui qui laisse quelque chose d'important pour revenir le lendemain. Sophie commença ses cours à l'université avec la ponctualité rigoureuse de quelqu'un qui attendait ce moment depuis longtemps et n'avait pas l'intention de rater un seul cours de ce qu'elle avait conquis. Elle partait tôt le matin avec son propre sac à dos, différent de celui de Léo, plus grand et plus sérieux, et revenait l'après-midi avec cette expression spécifique de celle qui apprend des choses qu'elle soupçonnait déjà et qui aime trouver les mots pour ce qu'elle savait. Il y avait une professeure du 2e module qui donnait des cours de développement de l'enfant et qui avait dit, un jeudi après-midi, que les meilleurs éducateurs sont ceux qui apprennent avec les enfants avant d'essayer d'enseigner. Et Sophie avait noté cette phrase dans son carnet et l'avait regardée 3 fois dans le bus de retour. David avait réorganisé son emploi du temps hebdomadaire en fonction de la nouvelle réalité. Les réunions qui commençaient auparavant à 7 heures du matin et traversaient parfois le déjeuner furent compressées et redistribuées. Les voyages d'affaires qu'il faisait fréquemment furent réduits et remplacés par des vidéoconférences lorsque cela était possible. Ce n'était pas un sacrifice, ce qui le surprit, car il avait imaginé que ce le serait. C'était simplement la réorganisation naturelle de celui qui avait découvert que la table du dîner à 7 heures avec un petit garçon qui raconte des histoires de dinosaures valait plus que n'importe quelle réunion qui commence à 19h30 dans une autre région. Un soir, après que Léo se fut endormi dans la 2e chambre de l'appartement du centre avec le camion sur l'oreiller, David et Sophie restèrent dans la cuisine avec 2 tasses de tisane à la mélisse qu'elle avait apportées parce qu'elle avait acheté le mauvais paquet au supermarché et en avait plus que nécessaire. La cuisine était la même cuisine qu'avant, petite, sans prétention, avec la fenêtre à guillotine qui s'ouvrait sur la cour intérieure de l'immeuble. La mélisse sentait bon comme une chose faite maison et réconfortante. « Vous pensez à elle » dit Sophie soudainement. David n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. « Oui. Souvent ?» Il resta pensif. « Moins qu'avant. Non pas moins parce qu'elle compte moins, mais parce que le silence où elle se trouvait est devenu moins vide. » Sophie enveloppa sa tasse de ses 2 mains. « Vous me raconterez un jour plus de choses sur elle ?»« Je veux raconter, dit-il. C'était la personne qui riait le plus dans cette cuisine. Dans un appartement différent, dans une cuisine différente, mais le genre de personne qui fait de n'importe quelle cuisine un endroit qui sent la maison. Vous avez ça aussi. » Sophie resta silencieuse. « Ce n'est pas une comparaison, » dit David, avec cette franchise qu'il avait appris à utiliser quand les mots avaient besoin de clarté pour ne pas devenir des blessures. « C'est une observation, ce sont des choses différentes. »
Je connais la différence, dit-elle. Ils restèrent silencieux un instant. C'était le genre de silence qui n'est pas un malaise, c'est une convivialité. La différence entre les deux est énorme et prend parfois beaucoup de temps à être apprise. « J'ai peur », dit Sophie finalement. « De quoi ? Que tout cela soit réel et que je ne le réalise pas correctement. » Elle regarda sa tasse. « J'ai vécu 4 ans à calculer le pire scénario avant de dormir parce que le pire scénario apparaissait plus souvent que le meilleur. Et maintenant le meilleur est apparu et j'attends qu'il y ait un piège. » « Il n'y en a pas, dit David. Vous en êtes sûr ? Je suis sûr que je ne mets pas de piège dans les choses qui comptent pour moi. » Il la regarda directement. « Et vous comptez. Vous et Léo comptez. Il n'y a pas de clause cachée. » Sophie le regarda un instant. Puis elle dit, avec cette honnêteté directe qui avait été la chose qu'il avait le plus reconnue en elle depuis le début, « J'apprends aussi à ressentir cela. Je n'y suis pas encore complètement, mais je suis sur la bonne voie. » « C'est suffisant, dit-il. Et c'était le cas. Aurélie avait passé les mois suivants à construire avec soin une présence à l'Institut qui n'attirait pas l'attention sur elle-même. Elle arrivait tôt, faisait son travail, partait sans fanfare. Elle avait établi des partenariats avec 3 entreprises locales qui donnaient du matériel scolaire en échange de visibilité. Dans les communications de l'Institut, elle avait organisé une campagne de collecte de livres qui avait rempli 1/3 des étagères de la bibliothèque en moins d'1 mois. Elle avait mis en place un réseau de bénévoles d'une université proche qui venaient tous les samedis donner du soutien scolaire. Elle était douée pour le travail concret. Elle avait découvert avec une certaine surprise qu'elle était meilleure qu'elle ne l'avait supposé dans des choses qui exigeaient organisation et persévérance, des qualités qu'elle avait utilisées auparavant au service de ses propres intérêts et qui, lorsqu'elles étaient dirigées vers autre chose, produisaient des résultats d'une qualité différente. Un résultat qu'elle-même pouvait apprécier en le regardant. Léo l'avait rencontrée dans un couloir de l'Institut un mercredi après-midi. Elle était restée immobile une seconde, ne sachant que faire de la présence du garçon dans le couloir alors qu'elle portait une boîte de livres pour la bibliothèque. Léo l'avait regardée avec ses yeux couleur miel parfaitement directs. « Vous travaillez ici ?» dit-il. « Oui, dit-elle. Qu'est-ce que vous faites ? » « Je m'occupe des partenariats et de la communication. » Léo considéra cela. « C'est important ? » « Oui, dit-elle. Sans les partenariats, les livres n'arrivent pas. Et sans les livres, la bibliothèque reste vide. » Léo regarda la boîte de livres qu'elle portait. « Je peux aider. » Aurélie resta à regarder le garçon un instant avec quelque chose qu'elle ne savait pas encore ce que c'était mais qui faisait mal d'une manière qui n'était pas mauvaise. C'était le genre de douleur qui se produit quand une chose qui était contractée commence à s'ouvrir. « Oui, dit-elle. » Léo prit 2 livres de la boîte et les porta avec le sérieux de celui qui avait assumé une vraie responsabilité. Ils allèrent tous les 2 à la bibliothèque, où il posa les livres sur l'étagère qu'Aurélie indiqua, avec cette attention méticuleuse aux détails d'organisation qui était, bien qu'aucun des 2 ne le sût, un trait de famille. Henri était dans la bibliothèque à ce moment-là et les vit sortir. Il resta à regarder un instant sans rien dire. Puis, il retourna à son carnet. Il y avait des choses qui ne se disaient pas à voix haute, parce que les dire à voix haute perturbaient parfois le fragile équilibre des choses qui se reconstruisent. Il y avait des choses que l'on laissait se produire, et on faisait confiance au temps pour savoir quoi en faire. Un après-midi, quelques semaines après l'inauguration, David se rendit seul au banc de bois. Il y était allé parce qu'il y avait des choses qui devaient encore être dites à cet endroit, des choses qui n'avaient pas d'urgence mais avaient une nécessité. Le genre de nécessité qui ne sert pas mais qui existe, que l'on ressent comme un nœud lâche, qui ne fait pas mal, mais qui est là. Il s'assit. Il sortit la photographie. Le sourire de Clara était le même. Il serait toujours le même. Il y avait quelque chose de miséricordieux là-dedans, que les photographies ne vieillissent pas pendant que la vie autour d'elles continue, que l'on peut toujours revenir au même point fixe et trouver l'expression exacte qu'on avait besoin de trouver. Il a demandé pourquoi les étoiles restaient immobiles pendant que nous bougions, dit David à voix basse, au jardin qui avait appris, au fil des ans, à garder les mots de ceux qui s'y asseyaient. Je n'ai pas su répondre avec précision, et il a eu cette expression de déception tolérante que les enfants ont quand les adultes ne savent pas quelque chose qu'ils devraient savoir. Il marqua une pause. J'ai cherché après et je suis allé lui raconter le lendemain, et il a été satisfait de la réponse, et m'a ensuite raconté 3 autres faits sur les étoiles qu'il avait appris sur Internet pendant que je cherchais. Ce qui fut à la fois humiliant et très agréable. Le vent passa à travers les feuilles.
Elle va commencer ses cours de pédagogie le semestre prochain, continua-t-il. Elle sera bonne à cela, je sais, du genre de façon dont on sait parfois de quelqu'un avant que la preuve n'apparaisse. Une pause plus longue. Je ne sais pas ce que ça va être. Je sais ce que c'est en train d'être, et ce qui est en train d'être est bon. Il resta silencieux un instant. Je continuerai à venir, dit-il. Pas tous les jours, pas toujours seul. Mais je continuerai à venir. Parce que vous étiez réel et parce que ce qui était réel n'a pas besoin d'être oublié pour que d'autres choses soient aussi réelles. Il rangea soigneusement la photo dans la poche intérieure de sa veste. Merci pour tout ce qui a été. L'après-midi touchait à cette heure où la lumière change de qualité, et le jardin prenait une teinte ambrée, et les ombres s'allongeaient. Du fond du jardin du terrain de sport parvenait le bruit des enfants qui jouaient, ce bruit inimitable de corps en mouvement, et de joie qui n'a pas besoin d'audience pour exister. La bibliothèque avait ses lumières allumées, visibles par les fenêtres, avec des silhouettes d'enfants assis aux tables. Le réfectoire préparait le goûter de l'après-midi. L'odeur du pain parvenant jusqu'au jardin avec ce voyage silencieux, des odeurs que le vent offre parfois en cadeau. David se leva du banc. Il resta immobile un instant, regardant tout cela. L'institut qui était né d'un après-midi d'humiliation et d'une marque de naissance sur un petit cou et d'une photographie portée pendant 22 ans et d'un accord qui n'aurait jamais dû être conclu et d'un pardon qui se construisait lentement, brique par brique comme toute chose qui dure. Léo apparut en courant dans le jardin, venant du côté du terrain, les joues rouges d'effort et les baskets à velcro déjà mal ajustées de nouveau, et s'arrêta devant son père, la respiration encore accélérée et les yeux brillants de cette lueur spécifique des enfants qui viennent de faire quelque chose de très important et ont besoin de le raconter à quelqu'un. « J'ai marqué 2 buts, dit-il. « 2, répéta David. Le gardien était plus grand que moi. Pause de fierté. Mais j'ai marqué les 2. David s'agenouilla à la hauteur de son fils. Il ajusta les lanières des baskets à velcro avec le soin qu'il avait appris au cours des dernières semaines, la bonne tension, ni trop lâche, ni trop serré, la fermeté douce de celui qui apprend comment soutenir une petite chose sans trop serrer. « Je veux tout entendre, » dit-il. Léo commença à raconter avec ses mains et tout son corps, car le récit de 2 buts marqués contre un gardien plus grand exige plus que des mots. Il exige une interprétation complète. Et David écouta avec cette attention que Léo avait reconnue depuis le premier jour au café, l'attention de celui qui n'attend pas son tour de parler, mais est sincèrement absorbé par ce qu'il entend. Sophie arriva dans le jardin quelques minutes plus tard, venant de l'entrée principale, son sac à dos d'université sur l'épaule, et cette expression de fin de journée de celle qui a marché toute la journée et est arrivée au bon endroit. Elle s'arrêta en les voyant tous les deux, le père à genoux sur la pelouse, avec son fils gesticulant une histoire de but, et resta immobile un instant juste à regarder sans intervenir, car il y avait des choses qui demandaient à être vues avant d'être touchées. Léo la vit et tendit son bras dans sa direction sans cesser de raconter l'histoire. Ce geste d'enfant qui veut les 2 en même temps, qui ne veut pas choisir entre père et mère quand il peut avoir les 2 au même point de l'espace. Sophie alla vers eux. Elle se tint à côté de David qui était à genoux sur la pelouse et sa main se posa lentement sur son épaule avec la légèreté de quelque chose qui n'est plus une expérience, mais n'est pas encore une certitude complète, ce qui est l'état des bonnes choses pendant qu'elles se produisent, avant qu'elles ne deviennent le souvenir de quelque chose qui était déjà certain depuis le début. Léo termina l'histoire du 2e but par un geste dramatique qui était la mise en scène du tir, puis resta immobile devant les 2 avec l'expression satisfaite du narrateur qui sait qu'il a eu un bon public. « Je peux y retourner demain ?» dit-il. « Oui, » dit Sophie. « Avec papa ?» David et Sophie se regardèrent par-dessus la tête de Léo. « Avec papa, » dit David. Léo acquiesça avec cette satisfaction définitive de celui qui a confirmé ce qu'il devait confirmer et peut passer au sujet suivant, puis demanda s'il y avait des petits pains au fromage au réfectoire, car il avait senti l'odeur des petits pains au fromage depuis le terrain et était sûr qu'il y en avait. L'histoire qui avait commencé par un rire cruel dans un jardin de fête arrivait ici non pas avec une fin de roman, non pas avec de la musique et des effets et la résolution de tous les nœuds d'un coup. Elle arrivait avec des petits pains au fromage au réfectoire et 2 buts marqués contre un gardien plus grand et des baskets à velcro ajustées par des mains qui apprenaient à être pères,
et avec une femme avec un sac à dos d'université sur l'épaule, dont le cœur apprenait de nouveau à s'ouvrir, et avec un homme qui avait passé 22 ans à porter une photographie et qui portait maintenant aussi un fils qui gesticulait des histoires de but de tout son corps. Et le banc de bois à l'ombre du grand arbre restait là où il avait toujours été, gardant tout ce qu'il avait gardé, prêt à recevoir plus d'années, plus d'après-midi ensoleillés, plus de voix en silence qui n'avaient pas besoin de réponse pour être réelles. Les étoiles apparurent dans le ciel de Lyon un peu après le départ des derniers enfants, et le jardin redevint silencieux avec ce calme qui n'est pas vide, mais est un repos, la pause d'un espace qui fait beaucoup pendant la journée et sait qu'il fera de nouveau demain. David, Sophie et Léo sortirent par le portail principal, qui se referma derrière eux avec le clic familier des choses qui se ferment pour que d'autres s'ouvrent, et le nom de l'institut resta illuminé par la lumière de la rue, tandis que les trois marchaient sur le trottoir en direction de la voiture, avec Léo au milieu tenant la main d'un adulte de chaque côté, balançant les bras avec cette animation de celui qui ne sait pas encore que ce balancement de main est l'une des images les plus anciennes et les plus nouvelles du monde à la fois, et que c'est exactement le genre de choses qui reste. Et alors, chers amis qui avaient accompagné ce voyage jusqu'ici, ce fut cela. Une marque de naissance sur un petit coup qui a tout changé, un banc de bois qui a gardé 22 ans de nostalgie, et un petit garçon qui est entré dans un jardin en sandales usées et en est ressorti avec son nom sur un panneau. La vie a cette façon de révéler, dans les moments les plus inattendus, les vérités qui attendaient le bon moment pour apparaître. Si cette histoire a fait battre votre cœur en même temps que le leur, laissez un pouce bleu. Cela nous aide beaucoup à continuer à apporter des histoires comme celle-ci tous les jours. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez, quelle partie de l'histoire vous a le plus ému, et si vous avez déjà vécu une révélation qui a complètement changé le cours de votre vie. À la prochaine histoire.